Bienvenue. Je vais me présenter, Cécile Rupert. Je suis directrice des transitions et de la communication à l'Agence parisienne du climat, qui organise ce soir ce café climat sur les inondations par ruissellement. Et je vais vous présenter en quelques mots, en préambule, l'Agence parisienne du climat. Est-ce que certains d'entre vous connaissent l'agence ? Quelques-uns, hein ? D'accord. Alors, l'agence, en quelques mots, c'est une agence locale de l'énergie et du climat qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris pour accompagner la mise en œuvre opérationnelle de son plan climat et énergie territorial. Donc c'est un acteur très opérationnel et on travaille sur 4 secteurs d'activité principaux, qui ne sont pas les seuls, mais principalement sur le climat, déjà, le climat à Paris, avec Météo France, qui est membre fondateur de l'agence. Et donc on produit des publications sur l'évolution du changement climatique à Paris. Dernièrement, une sur les canicules, prochainement une sur les inondations, justement. On travaille aussi sur le secteur du bâtiment. Alors là, c'est le cœur d'activité de l'agence. L'agence, c'est le guichet unique d'information, de conseil et d'accompagnement de la rénovation énergétique des copropriétés à Paris. Et on accompagne aussi la mobilisation de la filière professionnelle sur ce secteur de la rénovation. Donc c'est une grosse activité de l'agence. Donc il y a des sujets aussi d'adaptation sur le bâtiment qui sont très importants. On travaille sur la question des énergies, évidemment, en particulier lié au bâtiment, mais pas que, et beaucoup sur les énergies renouvelables, et en particulier sur le raccordement au réseau de chaleur urbain, depuis qu'il est classé, et puis sur le solaire aussi. On fait aussi beaucoup d'études en amont, mais très opérationnelles, pour accompagner le déploiement de ces énergies sur le territoire parisien. Et puis on a un autre secteur d'activité qui est le secteur d'adaptation au changement climatique. Et là, ça va être un des sujets qu'on va aborder ce soir au travers d'un angle particulier. Et là, on travaille on a monté un dispositif d'accompagnement qui est le dispositif Adaptaville, qui s'appuie sur 2 piliers. Une plateforme qui référence des solutions d'adaptation au changement climatique sur la ville dense. Vous pouvez y avoir accès, c'est en ligne. Et à côté de cette plateforme de référencement de solutions d'adaptation au changement climatique, des solutions qui ont déjà fait leurs preuves et qui ont vocation à être déployées dans tout le territoire du Grand Paris, on a tout un dispositif d'animation territoriale avec des visites de sites, des ateliers de travail pour les professionnels en général. Et puis, à l'Agence parisienne du climat, on a une activité de mobilisation des acteurs du territoire sur tout Paris, très importante. On organise à peu près 3 événements par semaine. Donc, c'est énorme. Ce soir, c'est l'un de ces événements-là. Et ce soir, c'est un événement qui rentre dans le cycle des cafés climat. L'idée, c'est en fait d'échanger sur une des thématiques du plan climat de la ville de Paris, et puis d'inviter des experts pour échanger, partager les enjeux, et puis à chaque fois les solutions, les dispositifs qui sont mis en place par la ville de Paris ou par les autres acteurs du territoire. Et ce soir, on a la chance d'accueillir beaucoup d'experts, dont la ville de Paris, Météo France et beaucoup d'autres, et Antoine Guillou, qui est adjoint à la maire de Paris, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, et merci encore. Je voudrais simplement vous informer que vous avez, par rapport à tout ce que je vous ai annoncé, quelques petits flyers, si vous voulez en savoir plus sur ces activités-là, à la sortie de la salle. Ces cafés climat, ils donnent lieu aussi à des comptes rendus dessinés sous format de bande dessinée humoristique que vous pourrez retrouver sur notre site. Et puis parfois à des bâches d'exposition aussi, comme celle-là. Il y en avait une ici sur la végétalisation. Et enfin, ce soir, il y a une captation, donc les échanges seront filmés et vous pourrez les retrouver aussi en ligne sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc je remercie, avant de passer la parole à Marin Pugnat qui va animer ce Café Climat, je voudrais remercier les Amars qui nous accueillent ce soir. Merci beaucoup. Donc c'est très à propos sur les sujets qu'on traite. Et je donne la parole à Marin Pugnat, qui est chargé de mission transition à l'Agence parisienne du climat et qui a organisé ce Café Climat ce soir pour vous. Bonjour à tous. Donc Marin Pugnat, je suis chargé de mission à l'Agence parisienne du climat. Et on organise pendant ce mois d'avril 2 cafés climat sur le sujet des inondations. Le premier, aujourd'hui, on va parler forte pluie, inondations par ruissellement et ville-éponge. Est-ce qu'on peut transformer Paris en ville-éponge pour ne plus craindre les fortes pluies et le deuxième, qu'on aura le 25 avril ici même, vous pouvez vous inscrire, l'événement est en ligne, va cette fois parler des crues de la Seine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, mais la Seine est assez haute. Donc on va un petit peu discuter de ce sujet la prochaine fois.
Et je vais d'abord passer la parole, après avoir présenté les intervenants qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui. Donc d'abord Antoine Guilloux, adjoint à la maire de Paris, en charge de la propreté, des déchets et de l'assainissement. Et comme on le verra, l'assainissement à Paris, c'est lié aux inondations parce qu'il y a la gestion des eaux pluviales qui rentre dedans. On aura également Frédéric Long, qui est prévisionniste à Météo France, pour nous présenter un petit peu le lien entre le changement climatique et précipitations et inondations notamment. Ensuite, pour la ville de Paris, on a Julie Roussel, qui est chef de département adaptation au changement climatique, et Laure Fass, qui elle est chargée d'études et de suivi du plan Paris Pluie. Et enfin, on aura Elisa Cablet, qui est urbaniste hydrologue à Urban Water, pour nous montrer des projets concrets sur le terrain. Et Eva Rocchia, donc ma collègue à l'Agence parisienne du climat, qui est chargée d'études, analyse territoriale, qui ont présenté notamment le dispositif CoProASIS. Et donc je laisse pour un petit peu introduire cette discussion, d'abord la parole à monsieur Antoine Guilloux. Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation et merci à l'APC d'avoir organisé cet événement. On voit effectivement, avec d'autant plus d'acuité ces derniers mois, ces dernières années, de la question de la gestion de l'eau sous toutes ses formes est une préoccupation. On peut avoir peur qu'elle soit trop rare, comme on l'a pu le voir l'année dernière, l'été dernier, des préoccupations sur l'état des nappes phréatiques en lien avec l'agriculture, et on peut avoir peur qu'elle soit aussi trop abondante. Et ça, c'est la question des pluies trop intenses, des inondations, et c'est un phénomène auquel on est effectivement confronté en milieu urbain. Et particulièrement à Paris, c'est une préoccupation que nous avons parce que historiquement, Paris est une ville extrêmement dense. C'est ce qui la différencie non seulement de toutes les villes françaises, mais aussi de beaucoup de capitales européennes. C'est une ville très minérale aussi. L'urbanisme magnifique qui fait le charme de Paris est aussi un urbanisme très minéral, et donc un urbanisme qui est difficile en termes de gestion des eaux pluviales puisqu'il est aussi très imperméable. Et donc cette question de la gestion de l'eau en ville, comment faire pour que les eaux pluviales ne viennent pas effectivement aggraver des phénomènes d'inondation est un sujet, effectivement, et comme vous l'avez introduit, c'est un sujet en particulier pour le réseau d'assainissement, puisque toute l'eau pluviale, nous avons cette particularité à Paris d'avoir ce qu'on appelle un réseau unitaire, c'est-à-dire que les eaux usées et les eaux pluviales qui ruissellent dans les rues et qui sont recueillies dans les bouches de la voirie se retrouvent dans le même réseau, ce réseau unitaire. Et donc le risque auquel nous faisons face en termes d'assainissement, c'est quand il y a des eaux de pluie trop importantes, d'avoir une saturation du réseau d'assainissement. Et dans les cas les plus complexes et délicats, il se passe ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est-à-dire des rejets d'eau, et donc des mélanges d'eau pluviale et d'eau usée en Seine, ce qui occasionne évidemment de la pollution. Et donc l'enjeu d'éviter absolument ce phénomène, de mieux gérer les eaux pluviales, c'est absolument central, à la fois pour le réseau d'assainissement, comme on vient de le dire. C'est central aussi, évidemment, pour faire en sorte que cette eau pluviale ne soit pas gaspillée, mais qu'elle soit une ressource, au contraire, pour, par exemple, apporter de l'arrosage naturel pour les espaces végétalisés qu'on souhaite de plus en plus nombreux, et qu'on souhaite de plus en plus nombreux, notamment pour rafraîchir la ville, ce qui est par ailleurs, évidemment, un des enjeux aussi et un des bénéfices de capter les eaux pluviales, c'est faire en sorte que nous ayons ces réservoirs d'eau finalement naturels qui puissent par évaporation ensuite rafraîchir la ville quand on en a besoin. Donc la bonne gestion de l'eau a des vertus multiples, mais évidemment à Paris c'est compliqué, la densité, la minéralité, on l'a dit, mais aussi la rareté de l'espace, l'espace public, et d'ailleurs la ville nous y contribuons, nos politiques y contribuent, mais de plus en plus utilisé, sollicité, et finalement trouver des compromis, des arbitrages entre les différentes utilisation, les différents usages de l'espace public, eh bien c'est quelque chose de compliqué. Donc si on végétalise à un endroit, c'est un terrain de sport qu'on ne fera pas, c'est une école qu'on n'agrandira pas, ce sont tous ces arbitrages qu'il faut pouvoir faire, essayer de concilier les différentes contraintes pour inventer justement la ville de demain. On a aussi des contraintes géologiques, je laisserai les experts en parler mieux que moi, avec un réseau de carrières extrêmement dense à Paris, et donc favoriser l'infiltration de l'eau pluviale de ce point de vue-là, c'est une bonne chose pour les objectifs qu'on a dit, mais ça peut poser des questions sur la robustesse des sols. Et donc ça, c'est une question évidemment tout à fait centrale à Paris. Ça, c'est
je dirais les contraintes naturelles ou façonnées par l'homme dans l'environnement, mais aussi les réseaux, là, clairement façonnés par l'homme, les réseaux techniques, réseaux électriques, réseaux de gaz, de chaleur, tous ces réseaux qui permettent à la ville de fonctionner et qui sont aussi autant de contraintes à l'infiltration des eaux, parce que certains d'entre eux aiment assez peu se retrouver confrontés au flux de l'eau. Donc on voit que c'est une problématique extrêmement complexe. Les bénéfices sont nombreux. On a des décennies, des centaines d'années maintenant d'histoire de la ville, de la construction de la ville, sur laquelle il faut non pas revenir, mais en tout cas inventer une nouvelle manière de façonner la ville dans un champ de contraintes qui est extrêmement complexe. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est engagé à Paris sur ce sujet-là. On a le plan Paris Pluie, qui est notre stratégie pour justement mieux gérer pas confondre avec parapluie, attention, pour mieux gérer les eaux pluviales et faire en sorte qu'on puisse justement essayer de trouver des solutions pour concilier toutes ces contraintes. Laure notamment en parlera évidemment plus en détail et mieux que moi, mais ça passe par plusieurs choses. Ça passe évidemment par la végétalisation, à la fois de l'espace public, à la fois des équipements publics, les cours d'école notamment, les copropriétés aussi. On a des dispositifs avec le concours de l'Agence parisienne du climat pour aider les copropriétés à se végétaliser et donc faire en sorte qu'on ait le plus de surface capable d'absorber l'eau de pluie et d'éviter qu'elle ne ruisselle vers le réseau d'assainissement, avec bien sûr à chaque fois derrière la nécessité d'étudier les contraintes de sol qu'on évoquait tout à l'heure. C'est faire en sorte aussi que on puisse, au moment clé où la ville se reconstruit sur elle-même, qu'on puisse donner les incitations au bon moment, c'est-à-dire notamment dans le plan local d'urbanisme, dans les règles de zonage pluvial, comment on fait en sorte que lorsqu'il y a une rénovation d'un immeuble, une restructuration d'un ensemble, comment on fait en sorte que les règles d'urbanisme justement imposent la végétalisation, la prise en compte des eaux pluviales et qu'on puisse là aussi avancer sur la végétalisation. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement d'actualité. Il l'est, j'en profite, puisque nous sommes en 2024, qui est une année spécifique à beaucoup d'égards. 2024, ça fait 101 ans que la baignade dans la Seine est interdite. Et c'est... oui, vous pensez que j'allais dire autre chose sur 2024, mais non. Ça fait 101 ans que la baignade en Seine est interdite. Et tout ça est lié. Je disais tout à l'heure, on a lorsque le réseau d'assainissement est saturé, on a de la pollution qui se rejette dans la Seine, on a une dégradation de la qualité de l'eau de la Seine, et en réalité, c'est aussi ça, entre autres facteurs, la dégradation de la qualité de la Seine qui avait conduit à son interdiction. Et donc, reconquérir la bonne gestion des eaux pluviales, c'est aussi reconquérir la Seine et reconquérir la capacité de s'y baigner à partir de 2025, parce qu'heureusement, on a déjà beaucoup avancé sur ce sujet. La qualité de l'eau de la Seine s'est beaucoup améliorée. Mais donc, c'est aussi reconquérir ce réservoir de fraîcheur qu'est la Seine et qui va aussi nous être très précieux pour les années à venir. Voilà, je m'arrêterai là pour ces quelques enjeux à esquisser, mais c'est un sujet évidemment passionnant et avec grand plaisir pour le développer ce soir avec vous. Merci beaucoup. Oui, autant de sujets qu'on aura l'occasion de développer à la suite de nos échanges. Mais avant tout, voilà, nous on est l'Agence parisienne du climat. La raison pour laquelle on s'intéresse aux pluies, c'est aussi parce qu'il y a un lien avec le changement climatique. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus en profondeur avec Météo France. Avec déjà peut-être une question un peu plus générale sur Paris. Est-ce que c'est une région particulièrement pluvieuse ? Est-ce que la météo, le climat parisien normal le rend aussi plus sujet aux inondations ? Bonsoir. En fait, si on regarde les cumuls annuels de précipitations en moyenne sur Paris et sur l'Île-de-France, on ne peut pas dire que c'est une région particulièrement pluvieuse parce qu'ils sont en moyenne plutôt inférieurs à ce qui tombe en moyenne en France. Par contre, l'Île-de-France est soumise, comme les autres régions de métropole, à des épisodes de précipitations intenses qui peuvent provoquer des problèmes d'inondation par ruissellement. Et on peut prendre comme exemple le gros orage du 9 juillet 2017, qui dans la soirée a été l'occasion d'abord de mesurer à la station du parc Montsouris le plus fort cumul horaire jamais mesuré, de 49 mm, c'est-à-dire que c'est plutôt digne d'un épisode méditerranéen que d'un épisode francilien. Et puis ça a créé pas mal de soucis d'inondation dans diverses stations de métro, par exemple, ce jour-là.
Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vrai que c'est principalement les pluies très intenses. Et sur ce plan-là, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'évolution du climat avec des températures globales qui augmentent et une augmentation de la pluviométrie, et particulièrement de ces pluies intenses? Alors, c'est une question assez complexe, parce que l'un des effets du changement climatique, c'est d'aggraver les problèmes de sécheresse, et notamment au niveau du sol, puisque dans une masse d'air plus chaud, l'évaporation de l'eau du sol vers l'atmosphère va se faire plus rapidement. Mais de notre côté, il y a aussi un effet qui est clairement donné dans la dernière série de rapports du GIEC, un effet sur les précipitations intenses, avec une augmentation de l'intensité et de la fréquence qui est déjà observée dans un certain nombre de régions du monde. Cet effet est cohérent avec la loi physique dite de Clausius-Clapeyron, qui dit que lorsque une masse d'air se réchauffe de 1 degré, elle peut contenir 7% de vapeur d'eau en plus. Et bien sûr, lorsque cette vapeur d'eau va se condenser puis précipiter, ça va pouvoir donner des précipitations plus fortes. Et donc cet effet un peu théorique, dont le GIEC d'ailleurs parle au niveau global, est-ce qu'on commence à le percevoir à Paris ? Alors oui, c'est vrai que à partir des données des stations météo qu'on peut avoir, c'est plus difficile d'avoir des effets sur l'évolution des précipitations que sur les températures, tout simplement parce que un épisode de forte précipitation, en général, c'est assez localisé. On peut avoir à 1 kilomètre près un fort cumul et puis pas grand-chose, voire rien du tout. Mais en fait, on a quand même déjà des signaux. Sur les épisodes méditerranéens, pour les régions du sud de la France, on a déjà depuis plusieurs années, on montre que les épisodes les plus intenses deviennent de plus en plus intenses. Mais aussi en Île-de-France, on commence à avoir quelques signaux. Quand on regarde par exemple à la station de Paris-Montsouris, la série depuis 1901, puisque la station est très ancienne, des maxima annuels de précipitations quotidiennes, c'est-à-dire que chaque année, en fait, on prend le cumul du jour où il a le plus plu. Et cette série est en hausse sur la période, en hausse déjà statistiquement significative. Donc probablement, il y a un effet du changement climatique qui intervient là-dedans. Et de même pour la fréquence des épisodes, on n'a pas encore quelque chose de statistiquement significatif, mais on observe que sur les dernières années, les épisodes à fort cumul quotidien ont plutôt tendance à être plus fréquents que par le passé. Très bien. Et donc avec le climat futur, on s'attend à ce que là, ces effets deviennent vraiment significatifs, cette évolution Voilà, en fait, le réchauffement étant malheureusement prévu continuer pendant encore au moins quelques décennies, on peut s'attendre à une accentuation de cette tendance et donc à une hausse du niveau de risque d'inondation par ruissellement, y compris en Île-de-France. Très bien. Et donc un gros travail en Météo France, c'est justement étudier l'évolution du climat sur le temps long et essayer d'imaginer à quoi il pourrait ressembler demain. Mais il y a aussi, évidemment, c'est pourquoi vous êtes très connu, tout le service de prévision et aussi de vigilance. Et lorsqu'on parle de pluie, on a pu voir au journal de la télé, par exemple, des vigilances orange, voire rouge liées aux pluies. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur cette mission-là ? Oui, alors la vigilance, d'abord je commencerai par dire que vigilance à Météo France, c'est pas du tout un produit automatique, c'est quelque chose qui fait au contraire l'objet en général de discussions nourries entre prévisionnistes nationaux, régionaux, parfois l'objet de débats. C'est rarement une seule personne qui décide de la couleur de la vigilance sur un département, et en tout cas c'est jamais un automate. Cette vigilance, elle a connu plusieurs évolutions ces dernières années qui me semblent aller plutôt dans le bon sens. Notamment, on a systématiquement sur le site vigilance.meteofrance.fr 2 cartes. Une carte qui prend en compte le risque sur la journée J jusqu'à minuit, quelle que soit l'heure à laquelle on regarde la carte. Et puis une carte pour le lendemain, J+1, donc de 0h à minuit. On a un onglet aussi sur le site vigilance.meteofrance, toujours, qui renvoie vers ce que vous avez à l'image à gauche,
C'est-à-dire, là pour le coup c'est un produit automatique, ça n'est pas de la prévision, mais ça permet de visualiser, si on zoome, les communes en fait, à partir des images radar, les communes où de fortes précipitations viennent de se produire. Alors ça peut être en un quart d'heure, en 1 heure, en 12 heures, hein. Les seuils, il faut aller fouiller pour voir ce à quoi ça correspond. Mais donc on peut visualiser cela, et puis on a un autre onglet qui s'appelle Vigicru Flash, qui permet de visualiser à partir toujours de ce qu'on a observé au radar, les risques de débordement de cours d'eau, à l'échelle des communes également. Et puis pour finir, quand on parle de prévision, on dit souvent, et ça fait aussi partie de quelque chose à appréhender lorsqu'on va adapter sa ville à ses effets, que ces fortes pluies sont assez difficiles à prévoir, et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'ils sont aussi assez localisés. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, et à quel point est-ce que c'est compliqué pour Météo France d'annoncer une pluie intense à l'avance ? Oui, alors on sait prévoir de mieux en mieux, je dirais, des zones où on a un risque de précipitation intense et aussi un risque de phénomènes qui sont parfois associés, comme les orages, les violentes rafales de vent, la grosse grêle ou encore les phénomènes tourbillonnaires. Mais en fait, c'est vrai qu'à l'intérieur de cette zone où on a un risque de phénomène de forte précipitation, c'est souvent difficile, voire même parfois impossible, de localiser précisément et de dire c'est vraiment à cet endroit-là que ça va être le plus intense et donc on va avoir des problèmes de ruissellement et pas à côté. Alors, c'est vrai qu'on a un exemple ici à l'image d'épisodes qui montrent la difficulté de la prévision de ces orages. C'est en fait le 8 juillet 2023, l'année dernière, journée chaude, un orage isolé très fort qui se développe, qui touche quelques communes du Vexin, vous voyez, à la limite entre l'Eure et l'Oise. Accompagné de violentes rafales de vent. Il y a eu des dégâts sur ces communes-là. Et comme on le voit, là, c'est ce qui est tombé en 24 heures. En fait, sur le reste de l'Île-de-France, il n'est rien tombé du tout, ou alors quelques traces localement. Voilà. Donc là, évidemment, c'est vrai qu'au niveau de la vigilance, on peut se poser la question. On était en vigilance jaune pour un risque d'orage ce jour-là sur l'Île-de-France, et je pense que c'était le bon choix. Est-ce qu'il fallait mettre une vigilance orange pour, en fait, quelques communes, alors qu'il ne tombait rien sur le reste de la région? Donc, c'est des questions qu'on se pose tous les jours et qui sont souvent difficiles à résoudre. Merci beaucoup Frédéric. Alors l'idée de ce Café Climat, c'est aussi de vous donner la parole pour aussi orienter un peu les discussions. Donc je propose peut-être une première session, si quelqu'un a des questions sur justement le lien entre les pluies et le changement climatique, et aussi toutes ces questions de prévision. N'hésitez pas à prendre la parole. Malheureusement, on n'a pas pu avoir de micro sans fil pour vous, mais voilà, je vous invite à parler un peu fort, et moi je répéterai pour que tout le monde puisse bien entendre vos questions, si vous en avez. Si on n'a pas, si personne ne lève la main, on avance. Oui, une question. Est-ce que du coup, il est possible d'anticiper si les pluies centenales vont devenir plus fréquentes ou pas? Et si oui, qu'est-ce que ça peut signifier pour l'adaptation des bâtiments et des constructions? Est-ce qu'il faut qu'on modifie la prise en compte de ce type d'événements intenses? Donc là, on parlait bien de l'évolution des pluies centenales. Et si on peut, sur cet indicateur précis. Oui. Donc voilà, les temps centenales, si elles perdraient en fait un temps de retour et se produiraient, une meilleure chance de se produire qu'une fois tous les 100 ans, parce que pour rappel, qu'on parle de pluie centenale, de crue centenale, d'événements centenales, ça veut dire qu'on a chaque année une chance sur 100 qui puisse se produire. Donc en effet, est-ce qu'on a des données sur le temps de retour des événements exceptionnels comme celui-ci? Oui, alors c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est un peu dans une période de transition, c'est-à-dire que on calcule encore à Météo France, et pas seulement à Météo France, mais des durées de retour en supposant le climat fixe, en quelque sorte, en prenant les données. Alors bon, le calcul a été amélioré maintenant parce qu'il tient compte non seulement des données d'une station, mais aussi des stations autour qui ont un climat relativement homogène, et donc on a des valeurs plus fiables qu'auparavant. Mais c'est vrai qu'elle suppose que le climat ne bouge pas. Or, on sait très bien que ça n'est pas le cas, et que le GIEC nous dit que effectivement les précipitations intenses, le risque augmente. Donc là, il y a des travaux qui sont en cours au niveau recherche, mais
qui n'ont pas encore abouti au niveau fourniture de données. Mais effectivement, on peut se poser la question d'avoir des évolutions, d'avoir par exemple, on va dire, si on a un réchauffement global de plus de degrés, quel sera le nouveau seuil décennal ou centennal. Voilà, on peut travailler à ça. Et pour la deuxième partie de votre question sur l'adaptation des bâtiments, je vais la poser dans une petite dizaine de minutes. Je propose justement de parler un peu des conséquences concrètes dans un épisode très pluvieux dans une ville comme Paris qui est imperméable. Donc M. Guillou avait rappelé les enjeux en première partie. Peut-être pour aller un peu plus loin, donc Julie Roussel, vous avez travaillé sur la vulnérabilité de la ville de Paris face au changement climatique dans son ensemble. Et vous avez notamment relevé que le risque inondation par ruissellement faisait partie des principaux auxquels la ville fait face. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur quelles sont les conséquences aujourd'hui à Paris d'une très forte pluie ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je travaille à la direction de la transition écologique et du climat. Et effectivement, on a réalisé une étude sur les vulnérabilités du territoire parisien face au changement climatique et à la raréfaction des ressources, dont la ressource en eau, à différents horizons temporels, 2030, 2050 et fin de siècle, 2085. Cette étude, elle est tout à fait disponible sur paris.fr si ça vous intéresse. Mais pour répondre à ta question, Marin, concernant plutôt les impacts dans la vie quotidienne de tous les jours, on a effectivement... on attend plus de pluie, en tout cas moins d'épisodes pluvieux, mais plus de quantité. Et ça aura effectivement, au regard de la minéralité encore actuelle du territoire parisien, un certain nombre d'impacts, que ce soit sur le bâtiment, que ce soit sur l'espace public. Et donc, par exemple, typiquement, on a des inondations des sous-sols. Donc, vous le voyez bien, à Paris, on a un sous-sol qui est très utilisé, notamment par le réseau de transport en commun, le métro. Avec des inondations qui pourraient être de plus en plus régulières. On a connu déjà des stations qui ont été inondées et ça veut dire que concrètement, on est obligé de fermer les stations de métro, que potentiellement aussi il est immobilisé pendant un certain temps, le temps que les eaux se retirent, s'évaporent ou s'infiltrent, mais aussi évidemment en surface, des difficultés à se déplacer. Donc la mobilité est évidemment impactée et ça amène tout un tas de conséquences, donc d'effets en cascade, dominos, comme on les appelle, puisque si on peut plus se déplacer, on peut aussi considérer qu'on a des difficultés d'approvisionnement de la ville, que ce soit en nourriture, en médicaments, et que sais-je, des difficultés à se déplacer, y compris dans des situations d'urgence, donc à accéder notamment aux services de santé, etc. Et donc tout ça est un peu catastrophiste. Cela étant dit, il y a plein de choses qui sont mises en place par la ville de Paris et par la puissance publique en règle générale, justement pour essayer de minimiser un peu ces impacts. C'est pas moi qui vais développer ce sujet-là, donc je laisserai mes collègues en parler juste après. Mais on a aussi des impacts, donc je le disais sur la mobilité, mais sur le bâtiment effectivement pour répondre à la question, avec des bâtiments qui sont effectivement pas forcément prévus, qui n'ont pas été bâtis pour un régime pluviométrique qui est en train d'évoluer, et donc des difficultés à gérer les infiltrations. Et puis il faut jongler effectivement avec par ailleurs des périodes de sécheresse. Donc on pourrait connaître des épisodes de ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles, même si a priori ils sont plutôt très limités sur le territoire parisien. C'est quand même des choses qu'on pourrait être amené à connaître. Merci beaucoup Julie. À nouveau, si quelqu'un a une question pour approfondir un petit peu ces conséquences pour Paris, et on verra tout à l'heure ce qu'on peut mettre en place pour limiter ce phénomène de ruissellement. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, les effets sont bien réels. Et pour les plus extrêmes, on aura du mal à éviter complètement les impacts. Donc, si jamais quelqu'un a aussi des questions sur qu'est-ce que ça implique pour la ville de Paris. Si pas de questions d'avance, de toute façon, on aura un temps à la toute fin aussi, si une autre question vous vient. Mais oui, une question, monsieur ? Question sur la cartographie justement des secteurs inondés en fait de ruissellement. Est-ce que pour la ville de Paris, il y a des cartographies? Donc la question pour tout le monde, est-ce qu'il y a une cartographie à la ville de Paris du risque d'inondation par ruissellement? Bonjour.
l'ORFAS, donc à la ville de Paris. Donc je travaille au service technique de l'eau et de l'assainissement, et justement donc c'est mes collègues qui travaillent sur ces cartes-là. En fait, on a notre réseau d'assainissement qu'on a modélisé, et comme ça on peut aussi simuler ce qui se passe quand il y a des très fortes pluies. Et donc on peut voir en fait à quels endroits ça va déborder suivant la hauteur de pluie et son intensité. Et on va en reparler un peu après, parce que c'est aussi ces études-là et ces cartes-là qui nous ont amenés à choisir certaines orientations de stratégie en termes de gestion des eaux pluviales. Je pense que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y en a une autre, ou sinon on passe à la... Oui, madame. Est-ce que ça déborde souvent le réseau d'assainissement ? Est-ce que le réseau d'assainissement déborde souvent ? Est-ce qu'on a des chiffres à apporter ou... On anticipe trop sur la suite. Sur l'espace public, pas tant que ça. On a quelques points noirs, on va pas se mentir, notamment dans le sud de Paris, parce que c'est l'ancien lit de la Bièvre, en fait, à certains endroits. Ancien lit de cours d'eau, point bas, zone sensible à des débordements, parce que l'eau elle va vite dans le point bas et puis ensuite elle crée une inondation. Et quelques points aussi sensibles dans le nord de Paris. Là c'est plus lié à la configuration aussi du réseau. Alors je suis moins une experte là-dessus, mais si je me rappelle bien, c'est aussi lié au fait que derrière, nous on a nos réseaux dans Paris, mais ensuite ils sortent de Paris. Et là notamment à cet endroit-là, ensuite ils passent dans le 93, en Seine-Saint-Denis, et ça va dans un collecteur qui aussi lui-même est déjà très fortement sollicité. Donc nous-mêmes aussi, on a du mal à pousser l'eau, puisque eux, ils ont déjà pas mal d'eau dans leurs tuyaux. C'est un territoire d'ailleurs très moteur en termes de gestion des eaux pluviales, parce que très sensible aux inondations. Et après, il y a des choses dont on parlera après. Après, Monsieur Guillou, vous avez aussi parlé des rejets dans la Seine en introduction. Est-ce que là aussi, ça déborde souvent ? Autant répondre. Ouais. Mais parce que c'est ça, là vous parliez en fait des débordements, donc c'est pour ça que là j'étais plutôt focalisée sur ce qui se passe en termes d'inondation sur l'espace public. Mais par contre, ce qui se passe souvent, d'ailleurs avant de déborder sur l'espace public, c'est qu'on va se déverser en Seine. Notre réseau d'assainissement, donc il est unitaire, donc les eaux usées et les eaux pluviales, c'est dans le même tuyau. Et quand il a été conçu, l'idée c'était de se dire que, au lieu justement d'aller créer des inondations chez les particuliers ou sur les espaces publics, on allait créer des connexions entre notre égout et la Seine pour plutôt aller se déverser en Seine et nous avoir les pieds secs, quoi, en gros. Et ça, c'est vrai que quand il pleut, justement, il n'y a pas très rarement des débordements sur l'espace public, mais plus fréquemment des déversements en Seine. Et c'est ça qu'on essaye en fait justement d'améliorer via une optimisation et une amélioration du réseau, mais grâce au zonage pluvial et au plan Paris-Pluie. Ça fait une bonne transition justement avec la partie suivante. On prend une dernière question pour cette partie. Juste pour rebondir sur le réseau unitaire, justement, est-ce que c'est une option que vous pouvez faire un séparé ou de pluie et de séparés, donc il y a moins de risque d'inondation, ou c'est beaucoup trop colossal comme chantier. Du coup, est-ce que c'est envisageable, parce que le problème est notamment lié à ce réseau unitaire, de séparer la gestion des eaux pluviales et la gestion des eaux usées ? J'adore cette question parce qu'en fait ça permet aussi de revenir sur un peu un historique et de comprendre pourquoi un réseau unitaire, ses avantages, ses inconvénients, et pourquoi un réseau séparatif. Au tout début, donc assez mécaniquement, on a fait un tuyau, on s'est dit pour les eaux usées, mais autant mettre la pluie dedans. Et d'ailleurs à ce moment-là, nous, notre inconscient collectif, on s'est dit donc c'est un déchet la pluie. On a eu plein de problèmes, des inondations, etc. Donc il y a beaucoup de collectivités dans les années 50-60 qui se sont dit peut-être que c'est pas si pollué que ça, les eaux pluviales, faisons un autre réseau et faisons du réseau séparatif. Et il y a des avantages et des inconvénients. Déjà, ce qui s'est passé, notamment par exemple dans le Val-de-Marne, c'est qu'il y a eu beaucoup de mauvais branchements. Donc là, en fait, la performance du réseau séparatif, tout de suite, elle est remise en question. Si les eaux usées vont directement dans le réseau d'eau pluviale qui, lui, se rejette directement dans la Marne, c'est un petit échec quand même. Donc là, ils avaient à peu près fait un recensement il y a quelques années, ils avaient 50% des branchements qui n'étaient pas conformes. Ils se sont améliorés depuis. Et même si, mettons, que tout est conforme et tout est bien, les eaux usées vont dans le bon tuyau, les eaux pluviales vont dans le bon tuyau, ce qui va se passer, c'est comme ces eaux pluviales qui, à la base, sont pas tant que ça polluées, mais elles vont quand même ruisseler sur des surfaces qui, elles, le sont un petit peu. Et puis surtout, elles vont toutes arriver au même endroit. Et donc, cette pollution qui avant n'était pas vraiment une pollution puisqu'elle était infime, en fait, là, comme elle arrive au même endroit dans la rivière, là, elle est plus conséquente. Donc, même dans ces cas-là, en fait, ce réseau séparatif n'est pas extraordinaire. Et en plus, c'est extrêmement coûteux. Il faut avoir la place. Notre sous-sol, il est déjà, honnêtement,
il est bien. Et il y avait aussi un autre truc. Et puis surtout, en fait, l'idée maintenant aujourd'hui, c'est plus de faire du séparatif, en fait, mais c'est de faire un autre séparatif. L'eau de pluie, elle doit plus aller dans aucun tuyau. Elle doit aller dans le sol, alimenter les végétaux, être réutilisée. Très bien. Donc là, c'est un exemple de solution technique de changer le réseau de gestion des eaux pluviales. L'idée dans ce café climat, c'était aussi de pousser plutôt une solution fondée sur la nature, en utilisant plus la nature justement, des espaces verts, de la végétalisation pour gérer autrement cette eau pluviale. Et c'est lié à ce concept que Elisa Cablet vous pratiquez au quotidien au sein d'Urban Water, qui est le concept de ville-éponge, que certains ont peut-être déjà entendu ici, au-delà du titre de notre café climat. Donc qui apparaît comme une solution face à ce risque de ruissellement dont on a beaucoup parlé et qui pèse beaucoup sur la ville de Paris. Et peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est une ville-éponge? À quoi fait référence ce concept? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc du coup, Elisa Cablet, je suis urbaniste hydrologue à l'agence Urban Water. La ville-éponge, qu'est-ce que c'est? Donc là, à travers les deux schémas que vous avez devant vous, vous avez finalement l'exemple d'une ville très imperméable qui finalement a perdu son lien avec le grand cycle de l'eau. Donc finalement, vous avez ce que disait Laure, donc des pluies qui vont ruisseler, qui vont se charger en polluants, qui vont finir en point bas, venir saturer les réseaux. L'objectif de la ville-éponge, c'est finalement de capter l'eau au plus proche de là où elle tombe. Donc c'est-à-dire par finalement une conception assez fine de nos territoires, de venir infiltrer une partie de ces eaux-là, donc qui vont recharger par exemple la nappe, qui vont hydrater vos végétaux. Ça va permettre d'évapotranspirer, donc c'est tout le concept derrière d'îlots de fraîcheur que vous avez. Et finalement, on aura beaucoup moins d'eau qui iront ruisseler en point bas, donc on aura beaucoup moins d'eau qui se chargeront en polluants. Et donc c'est ce grand cycle-là qui va permettre finalement d'améliorer aussi la situation. Et donc c'est ce concept-là de ville-éponge, de dire aujourd'hui on a une ville, mais adaptons-la aussi pour qu'elle capte au fur et à mesure finalement de la voirie, du bâtiment, et par petites touches, j'insiste bien, c'est vraiment par petites touches, au fur et à mesure. On parlait des réseaux séparatifs, c'est pareil, c'est par petites touches qu'on va réussir finalement à amener le changement d'une ville et la ville-éponge. Ah, pardon, j'ai été dans le mauvais sens. Oui. Et est-ce que vous avez des exemples à nous montrer de à quoi ça ressemble vraiment de cette ville-éponge par petites touches? Alors j'ai pas mal d'exemples à vous montrer juste après, et je crois que Laure vous montrera plutôt des éléments, enfin des exemples sur Paris. Mais le concept de ville-éponge en soi, nous on le travaille vraiment déjà, non pas sur l'hydrologie, c'est important, on le travaille plutôt sur l'urbain. C'est-à-dire qu'on va regarder les usages, on va adapter par exemple les matériaux. On n'est pas forcément sur de la conception tout le temps d'espaces verts, mais sur finalement comment adapter un chemin, comment le chemin peut retrouver un espace vert. Donc finalement, c'est en faisant un travail assez fin au niveau des usages, de se dire, voilà, j'ai une place de parking, est-ce que celle-ci ne peut pas être désimperméabilisée, que finalement on va s'apercevoir qu'on va gérer beaucoup plus de volume. On va anticiper les pluies fortes, on va anticiper des pluies centenales, les axes de ruissellement. Et c'est avec cette désimperméabilisation-là qu'on va réussir à intégrer l'eau dans la ville. Là, le schéma que vous avez à l'écran, c'est vraiment la synthèse de comment on retrouve le cycle de l'eau. On a une voirie classique, finalement, qui ruisselle vers un espace vert. Aujourd'hui, les espaces verts sont tout à fait en capacité, les espaces verts de pleine terre sont en capacité de dégrader les polluants. Il y a des études qui l'ont montré. On recharge finalement les nappes qui aujourd'hui sont en diminution constante. On vient évapotranspirer, hydrater les arbres et finalement on retrouve le grand cycle de l'eau. Et oui, on va poursuivre avec concrètement à quoi ça ressemble sur le terrain. Donc là, c'est des images. Donc c'est pour vous montrer finalement avant ce qu'on faisait. Donc des gros tuyaux finalement où on venait stocker les eaux. Donc il y a 20 ans, on faisait, ou sinon des bassins mais qui n'étaient pas végétalisés. On n'adaptait pas la topographie, donc la géographie des sites n'était pas adaptée. Mais en fait, on avait quand même une tendance à rendre dynamique finalement les eaux, à s'occuper des pluies courantes. Donc c'est les faibles pluies, les pluies quotidiennes qui peuvent tomber, les pluies fortes qu'on peut contrôler et les pluies extrêmes où là finalement il faut anticiper leur axe de ruissellement.
Aujourd'hui, on tend plutôt à aller donc, sur cette ville éponge, de se dire qu'il faut qu'on adapte nos bâtiments, peut-être par des toitures végétalisées, peut-être par des jardins de pluie en point bas pour capter une partie des eaux, et par exemple travailler au niveau des bâtiments privés sur des cours beaucoup plus végétalisés. Finalement, ce phénomène-là de grand cycle de l'eau, ça répond aussi non pas qu'à des enjeux finalement hydrauliques de risque, mais ça répond aussi aux enjeux de biodiversité, aux enjeux de trame verte et bleue, donc toutes les continuités écologiques que vous pouvez avoir, trame noire également. La lutte contre les îlots de chaleur urbains, on en a de plus en plus. Donc c'est comment finalement on fait avec l'eau pluviale pour générer de la fraîcheur. L'agriculture urbaine, on a besoin d'eau aussi pour développer ces circuits courts. Et après, voilà, les niveaux de pluie, très clairement, c'est de se dire, aujourd'hui, il n'y a pas une pluie, donc on l'a vu avec les éléments de Météo France, il n'y a pas une pluie, il y a une dynamique de pluie. Et nous, dans les conceptions des différents aménagements, on prend en considération qu'on soit sur des pluies courantes, les pluies quotidiennes, des pluies exceptionnelles ou des pluies fortes qui finalement là sont contrôlables par une gestion de la topographie. Et on anticipe aussi, donc vous parliez tout à l'heure de la pluie sans temps, les pluies extrêmes et leurs axes d'écoulement. Donc on comprend bien, un des gros intérêts de la ville éponge, c'est aussi que ça permet de répondre à d'autres enjeux que simplement celui de la gestion des eaux pluviales. On a parlé de la chaleur, de la biodiversité aussi, qu'on a parfois du mal à lui redonner de la place en ville. Donc c'est pas aussi de concilier tous ces enjeux-là. Mais c'est un enjeu qui peut paraître assez ambitieux quand même, hein, surtout quand on a l'image d'une ville comme Paris très urbanisée. Donc comment vous arrivez dans des milieux urbains à infiltrer davantage les eaux, redonner de la place à la nature pour redonner à l'eau son cycle naturel? On a pas mal d'exemples où finalement on est sur des villes très denses comme Paris, on a des projets à Paris, mais c'est vraiment là un travail très fin de se dire, voilà, je vais regarder avec l'architecte, le paysagiste, l'hydrologue, le géologue qui s'occupe du coup des sols, on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même des contraintes de sol, on va regarder comment finalement une toiture peut absorber un certain niveau d'eau, comment finalement mon sol peut absorber l'eau, donc l'infiltrer, et derrière finalement est-ce que j'ai pas un espace public qui peut récupérer cette eau-là également, ou finalement venir peut-être inonder juste un espace, mais un espace qu'on aura contrôlé, donc c'est-à-dire que s'il est inondable, derrière il y a des calculs qui sont faits pour le rendre inondable. Très bien. Et je crois juste après vous avez préparé quelques exemples pour illustrer vos propos. J'ai plein d'exemples à vous montrer. Donc, je vous parlais des matériaux. Donc là, on travaille pas forcément que sur les espaces verts, mais de se dire, voilà, est-ce que, par exemple, un chemin, un trottoir ne peut pas être désimperméabilisé, légèrement poreux pour absorber les premiers niveaux de pluie. Alors, attendez, pardon, je vais trop vite. On a des exemples aussi. Donc là, c'est Crépy-en-Valois, où finalement, il y a un élu qui vient scier toutes les bordures pour que les voiries retrouvent finalement les accotements qui sont juste à côté. Il a créé voilà, ce système-là, mais pour vraiment scier toutes les bordures de sa commune. Vous avez donc ce qu'on appelle les tranchées de Stockholm. Souvent, quand on installe des arbres, il y a tout un sujet de se dire est-ce qu'on a l'espace, le système racinaire de l'arbre. Et donc là, ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas, c'est que sous ces arbres-là, en fait, j'ai un stockage. Donc j'ai un stockage d'eau pluviale. L'arbre peut venir finalement récupérer de l'eau pour s'hydrater et finalement se développer. Donc là, c'est ce que vous voyez. Vous avez à gauche finalement on va dire un système d'arbres en fosse et alors à ma gauche, pardon. Et sur le schéma, donc là à droite, vous avez finalement une continuité où le système racinaire du coup peut se développer. Ce que ça donne, c'est que finalement, donc là il y a des exemples. Donc vous voyez en bas, c'est finalement un système d'arbres en tranchée de Stockholm, donc avec une continuité racinaire. Donc les arbres ont été plantés au même moment. Et finalement, en haut, vous avez des plantations beaucoup plus classiques. Et on voit bien que les arbres, finalement, du haut ne se sont pas développés autant que ceux d'en dessous. Vous avez des exemples. Donc là, c'est un quartier que vous avez à Asnières, le quartier Parc d'Affaires. Là, très minéral, très dense également.
mais finalement, par petites touches, les paysagistes sont venus intégrer des systèmes hydrauliques. Donc là, par exemple, vous avez un jeu pour enfants qu'on rend inondable sur son pourtour. Donc là où vous avez de la végétation, en fait, c'est un bassin de rétention pour les eaux pluviales. Et à l'échelle de la ZAC, vous avez énormément de zones de bassin, de matériaux aussi désimperméabilisés, qu'on retrouve aussi sur d'autres espaces publics. Donc là, vous avez un trottoir désimperméabilisé avec un jardin de pluie qui est très largement planté. Des matériaux, donc je vous en parlais. Là, vous avez par exemple une voirie. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez les bordures qui sont légèrement percées. Donc finalement, l'eau peut retrouver par sa géographie, donc la topographie naturelle, l'eau passe à travers ces percements de bordure pour rejoindre le jardin de pluie. Là, vous avez des exemples. Alors, je suis partie un peu plus loin. Je suis partie à Nantes. Mais vous avez aussi des exemples où là, par exemple, on inonde une partie de la voirie sur 2 cm, mais ça nous permet de contrôler une pluie sans temps. Donc, finalement, ça rejoint derrière un jardin, mais qui permet de faire circuler les eaux à ciel ouvert et finalement éviter la saturation des réseaux sur le territoire. Des désimperméabilisations au niveau des places de parking ou des carrefours. Mais vous avez aussi ces exemples-là donc, au niveau des lots privés. Donc là, c'est un projet complètement sur dalle où finalement vous avez des toitures végétalisées, des noues qui sont très peu profondes. Donc on insiste, l'objectif finalement de la ville éponge, ce n'est pas de créer des trous d'eau qui soient finalement monofonctionnels, mais vraiment qui aient un usage multifonctionnel, donc un usage urbain de paysage et qui soit inscrit vraiment dans le territoire. Des matériaux donc désimperméabilisés, vous avez aussi des circulations à ciel ouvert. Donc là où vous voyez les petits cailloux blancs, c'est finalement là où on fait circuler les eaux à ciel ouvert. Vous avez des exemples aussi, ce qu'on appelle le décroutage. C'est finalement, on a des exemples où on est venu casser le bitume, on laisse le bitume en place, c'est inerte, et on vient replanter par-dessus, et finalement ça change complètement l'environnement de ce site réhabilité. Là, on parlait de la géologie, donc cette coupe-là, en fait, c'est pour vous montrer qu'on a aussi des exemples où on est sur des sols pollués. Ce qui veut dire sol pollué veut dire souvent, attention, on n'infiltre pas. C'est pas du tout ça qui est en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait travailler la pollution pour justement avoir la capacité d'infiltrer. Donc en fait, de la même manière que le gypse et l'argile, on n'infiltrera pas de la même manière. La ville éponge sera différente, mais par contre, on saura infiltrer certains niveaux d'eau. Des lots privés, donc de gestion des eaux pluviales, on gère en toiture, on stocke en toiture, on infiltre en rez-de-chaussée. Et ça vous donne par exemple des cours des cœurs de l'eau de cette nature-là avec un paysage complètement différent. Les réhabilitations, alors là je l'ai mis 2 fois, là c'est des exemples aussi où on est sur finalement des grands ensembles où on se pose la question comment on vient les déconnecter puisqu'on a des espaces verts assez conséquents. Donc là il y a toute la notion de comment l'imperméabilisation des bâtiments retrouve finalement les espaces verts. Les équipements publics, donc là on a des exemples de parvis de mairie qui finalement ont été déconnectés avec la création de jardins de pluie. Vous avez des collèges qui finalement aujourd'hui donnent des paysages assez intéressants sur la prise en compte de l'eau dans son paysage. Et vous avez ce qu'on appelle les cours oasis. Donc les cours oasis, c'est l'objectif finalement de venir gérer l'eau dans les différentes cours d'école, puisqu'on s'aperçoit que les cours d'école sont quand même très imperméables. Et donc là, c'est finalement comment on a une spongiosité aussi dans les cours d'école qui finalement tend à améliorer aussi la situation des enfants, des enseignants, et qui vient créer des îlots de fraîcheur et qui crée aussi des usages complètement différents dans une cour d'école. Et voilà, là, ce que ça peut donner, par exemple, donc c'est une cour d'école qu'on a en chantier, mais vous avez sur la petite photo la cour d'école très classique, imperméable, et aujourd'hui, finalement, on voit qu'on crée des légères buttes, des légers décaissés pour justement déconnecter une partie des eaux. Merci beaucoup pour tous ces exemples, des exemples parfois assez proches de Paris, on a vu Aubervilliers notamment. Mais à Paris, vous l'avez rappelé, M. Guillou, en introduction, on est peut-être encore plus contraint que d'autres villes en Île-de-France ou même sur la métropole, que ce soit en surface avec toute l'urbanisation
très minéral, mais aussi en sous-sol. Vous avez notamment parlé du réseau qui est déjà du sol qui est déjà bien occupé par les différents réseaux. Vous avez aussi évoqué la question du gypse, qui est aussi un enjeu à Paris en sous-sol. Donc est-ce que ça fait sens de parler de ville-éponge vraiment à Paris ? Oui, ça fait sens de parler de ville-éponge à Paris. Et d'ailleurs, il y avait quand même un exemple parisien là, dans ceux de Elisa, c'est la place Port-au-Prince où on voyait justement Si on peut revenir un tout petit peu avant. Hop, Exactement. Monsieur est élu du 13e. Voilà. Donc c'est assez intéressant en fait cet exemple-là. Voilà. Puisque là, en fait, oui, on est au niveau de la porte de Choisy, donc on est en bordure de Paris. Donc clairement, en tout cas, ça c'est une excellente illustration de voir que même en fait en zone urbaine dense, on est capable de faire ce type d'aménagement. Et d'ailleurs, juste en face, si on fait 100 mètres, la ville de Gentilly a des aménagements également qui permettent de faire ça. Donc on voit en fait ce qui aujourd'hui est en train de changer depuis maintenant un peu plus de 20 ans, c'est que cette gestion des eaux pluviales qu'on reléguait un petit peu en zone rurale, quand on parlait de gestion à la source, et ben maintenant on a compris comment l'intégrer dans nos cœurs de ville urbains et denses. Je vais revenir à mes slides. Mais justement en travaillant sur des nœuds qui sont faiblement décaissés, on essaie d'oublier le vocabulaire du fossé de la départementale. Mais bien conçu, en fait, ça permet quand même de gérer aussi bien et les petites pluies et les pluies d'orage. Donc quelques exemples autres encore donc, sur Paris, pour montrer justement que finalement on peut y arriver. Ça, c'est pas encore sorti de terre, mais ça va arriver. C'est la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, donc c'est dans le 14e, c'est là où il y avait l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Donc là qui est encore en travaux. Et cette ZAC, il y a eu une très forte ambition environnementale dès le début, et notamment en fait, on s'est dit au tout début, on ne fait aucun rejet d'eau pluviale jusqu'à la décennale sur tout le quartier. Aucun, tout s'infiltre. Donc on a travaillé, et puis bon, au bout d'un moment quand même, il y a l'inspection générale des carrières, donc c'est ceux qui sont garants notamment, pour faire simple, de la stabilité des sous-sols, qui nous ont dit quand même, sur la moitié de la ZAC, il y a quand même des carrières, tout infiltré, c'est peut-être un petit peu compliqué. Ok. Donc finalement, sur la moitié de la ZAC, on est capable d'infiltrer jusqu'à la pluie décennale, et sur une autre moitié, on va travailler en fait sur toujours des nœuds, des espaces végétalisés, mais qu'on a étanchés en dessous, et comme ça évite en fait à l'eau de s'infiltrer dans trop grande quantité et potentiellement de déstabiliser les carrières souterraines. Mais grâce à l'évapotranspiration, les petites pluies, elles, on est capable de ne pas les envoyer au réseau. Et pour les pluies fortes, on inonde temporairement nos espaces publics. Donc c'est ce qu'on voit en fait ici sur ces perspectives, où à gauche il y a une petite pluie. Donc il y a un espace qui est donc cette noue qui elle se retrouve en eau pour les petites pluies, mais tout le reste, il n'y a encore aucun problème au niveau des usages. Et ensuite cette pluie, elle va s'évapotranspirer et s'infiltrer quand on est hors zone de carrière suffisamment rapidement aussi pour pas qu'on ait de l'eau stagnante. On parle souvent aussi, mais la gestion des eaux pluviales comme ça dans des zones végétalisées et les moustiques. Les moustiques, on sait que ça met quand même plusieurs jours à se développer, et nous on conçoit en fait justement via des architectes, des hydrologues, des urbanistes, les dispositifs de manière à ce qu'il y ait plus d'eau dans 24-48 heures pour s'assurer qu'il n'y ait pas de moustiques, quoi. Et quand il y a des pluies très fortes, on inonde en fait les espaces publics de la ZAC. Mais on a fait évidemment attention, en fait, on fait tous les calculs pour s'assurer qu'il y ait quand même des cheminements qui restent en fait accessibles pour pouvoir aller du point A au point B. Et ce qui est aussi très intéressant en fait dans cette ZAC, et ça c'est une des premières fois, je pense qu'on le fait aussi sur Paris, c'est qu'on a voulu mutualiser. C'est-à-dire que cette ZAC, c'était assez complexe puisqu'il y a des bâtiments qui vont être complètement rasés et refaits, mais il y a beaucoup de bâtiments qu'on garde et qui sont réhabilités. Donc il faut faire avec le patrimoine existant. Donc à partir de là, demander en fait aux bâtiments d'aller gérer, mettons donc la pluie très forte, ça devenait assez complexe en fait. Techniquement, ils étaient relativement limités, ou alors on aurait fini avec les bassins enterrés, dont on a un petit peu fait le deuil quand même. Donc là, ok, on a dit, ok, alors vous gérez quand même vos petites pluies,
Vous végétalisez les toitures, vous les réutilisez dans les sanitaires. Il y avait quand même des cours aussi, ils peuvent les envoyer dans les cours. Mais la plus forte, c'est l'espace public qui le gère. Et donc ça, voilà, c'est cette mutualisation aussi qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'il y a un moment, voilà, c'est un truc assez français, qui peut se comprendre, mais le public et le privé, hein, il y a une bonne séparation et chacun gère ce qui lui appartient. Et donc là, voilà, il y avait cette volonté de, pour mieux gérer la pluie, que le public a aussi le droit de gérer finalement les eaux de pluie qui ruissellent dans les bâtiments privés. Ça, c'est un projet où là, justement, on va plutôt travailler sur les questions de matérialité. Ça, c'est dans le 11e arrondissement. C'était une ancienne voie privée, en fait, qui a ensuite été rétrocédée. Et il n'y a pas de réseau pluvieux. Il n'y a pas de réseau. Les eaux usées vont de l'autre côté, en fait, donc il n'y a aucun réseau d'assainissement dans cette rue. Et quand on l'a récupéré, on a fait des travaux. Et donc là, en fait, toutes les eaux pluviales s'infiltrent dans les joints, entre les joints des pavés. Et en dessous, on a une structure drainante et stockante qui permet ensuite à l'eau de s'infiltrer. Et il y a quelques grilles qu'on va retrouver dans le cas de forte pluie. Si l'eau n'arrive pas à passer dans les joints, ça peut aller dans la grille, mais qui, elle, pareil, rejoint notre tranchée drainante en dessous. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucun problème. Ça fonctionne extrêmement bien. Et dernier exemple, c'est les cours Oasis. Donc, il y avait quelques exemples de collèges. Nous, ça fait depuis 2018 à la ville de Paris qu'il y a ce programme des cours Oasis qui a été lancé. Et on a appris d'ailleurs avec le temps, parce que les premières cours Oasis, par exemple, on a mis beaucoup de revêtements techniques, des bétons drainants, des enrobés drainants, mais il y a une photo d'une ancienne cour Oasis où il n'y a pas un arbre, par exemple. Et en fait, on s'est re-questionné. Et aujourd'hui, au contraire, justement, les cours Oasis, il faut aussi utiliser la végétalisation comme support pour aussi mieux gérer les eaux pluviales. On travaille beaucoup aussi sur les zones de copeaux. En fait, il y a aussi des aspects très ludiques, de confort aussi pour les enfants. Et puis, ce qui est aussi assez essentiel en fait dans les cours Oasis, il y a évidemment ces objectifs en termes d'améliorer la végétalisation pour les effets d'îlots de fraîcheur, d'améliorer la gestion des eaux pluviales, mais il y a un côté très pédagogique en fait. C'est presque un outil de communication en fait et de formation, les cours Oasis. Là, on le voit sur la deuxième photo. En fait, ce qu'on voit pas bien en fait, c'est que tout au bout de la photo, on voit un petit truc en bois. En fait, c'est une cuve de réutilisation des eaux pluviales d'une toiture à côté. Et les enfants, avec l'équipe pédagogique, en fait, peuvent ouvrir tout simplement le robinet et alimenter la petite rivière qui passe, et ensuite l'eau elle va dans une zone humide un peu plus loin. Et en fait c'était aussi cette idée de retrouver un accès à l'eau et de comprendre qu'en fait que quand il pleut il y a de l'eau, c'est normal. Et c'est aussi toute cette idée de multifonctionnalité et d'accepter les inondations temporaires sur des espaces extérieurs en fait, qu'on essaie de véhiculer. Merci beaucoup. Je propose de passer... Ah oui, il y avait encore... Une dernière question pour vous, c'est sur le plan un peu plus global. Donc on a évoqué déjà le fameux plan Paris-Pluie, mais est-ce que vous pouvez dire un petit peu plus? Et comment est-ce que la ville de Paris essaye, en passant sur la planification, mais essaye sur l'ensemble de son territoire de désimperser au maximum, en prenant aussi en compte les spécialités du sous-sol notamment? Oui. Donc évidemment, pour mettre en place une politique pluviale, c'est toujours pas mal d'avoir aussi un règlement, en plus c'est obligatoire. Donc on a un zonage pluvial. Et en gros, le zonage pluvial, c'est cette carte qui va en fait prescrire comment les eaux pluviales doivent être gérées quand il y a des nouveaux projets ou des projets de réhabilitation. Ce qui a été assez précurseur, on va dire, à la ville de Paris dans les études de zonage. Ce zonage, donc, il a été approuvé en Conseil de Paris en 2018. Aujourd'hui, il est annexé au PLU, ce qui le rend opposable. Donc, il a une valeur réglementaire extrêmement forte. On n'est pas obligé de l'annexer au PLU, le zonage. On est obligé de l'avoir. Mais donc là, il y a vraiment aussi cette volonté de porter cette politique. Mais c'est qu'à l'époque encore, quand on commençait donc, à réfléchir au Paris-Pluie, quand mes prédécesseurs commençaient à réfléchir au Paris-Pluie, les autres zonages, on était quand même très focalisé encore sur les pluies fortes, sur les pluies d'orage. La préoccupation, c'était les inondations. On ne veut pas avoir les pieds mouillés. Par contre, l'impact des petites pluies, ce qu'on appelle les pluies courantes, elle était encore en fait pas énormément étudiée. Sauf que souvent, finalement, en fait, toutes les problématiques plutôt qualitatives, notamment la qualité de nos cours d'eau, c'est en grande partie due au fait que ces pluies courantes-là, elles vont directement au réseau et puis ensuite polluer le milieu naturel.
Et donc c'est un des premiers zonages qui a voulu aussi donner des objectifs réglementaires sur ce qu'on a appelé l'abattement, c'est-à-dire en fait ne pas rejeter l'eau au réseau, sur l'abattement des petites pluies. Et maintenant, aujourd'hui, d'ailleurs, quasiment tous les autres territoires le font aussi. Et donc l'idée, c'est de profiter du renouvellement urbain. Donc quand il y a des travaux, maintenant, en fait, sur votre parcelle, vous refaites votre cour, vous refaites la toiture de votre immeuble, et l'eau, elle doit rester dans votre parcelle, donc elle doit s'infiltrer, elle doit s'évapotranspirer, ou elle doit être réutilisée. En gros, c'est ça. Et pour tenir compte justement aussi des spécificités du sous-sol, on voit qu'il y a différentes couleurs quand même sur cette carte, parce que suivant les zones où on se trouve dans Paris, on a demandé des objectifs différents. Donc en rouge, on demande par exemple que la pluie de 4 mm ne soit plus rejetée au réseau. En orange, c'est 8, et en jaune, c'est 12, et dans les bois, en vert, c'est 16. Et 4 mm en rouge, c'est lié au fait qu'on sait que le sous-sol à cet endroit-là justement est sensible, et donc il faut limiter aussi la quantité d'eau qu'on va infiltrer pour éviter qu'il y ait des affaissements, quoi. Et les zones assurées, ça justement c'était lié à une des questions, ça c'est, on demande là cette fois-ci à cet endroit-là spécifiquement une gestion de la pluie forte, parce que là on sait qu'on a nos points noirs et qu'il y a des risques de débordement. Très bien, écoutez, merci beaucoup. C'est justement le temps des questions, donc monsieur, allez-y. La couleur bleue, que signifie-t-elle ? La couleur, pardon ? Le bleu ? Le bleu. Le bleu, c'est du cas par cas. Il faut demander au service instructeur. En gros, le bleu, c'est des endroits où il y a du secteur séparatif ou quand il y avait aussi des projets de ZAC qui allaient potentiellement aussi amener à des secteurs séparatifs. Et donc là, c'est en fait, on traite ça au cas par cas. On est quand même plutôt généralement sur des préconisations plus ambitieuses qu'ailleurs, justement. Donc souvent, ça va être par exemple, on demande l'abattement de la pluie 16 mm. Donc là, on est déjà sur une période de retour 6 mois. Donc c'est le moment, si vous avez aussi des questions sur tout ce qu'on vient de dire, madame. Est-ce que du coup ce plan va être révisé si jamais les pluies les plus intenses, comme ça a été expliqué avant? Est-ce que nous devons anticiper en disant que le site orange actuellement sera rouge à 5 ans? Est-ce que vous pouvez réviser? Donc voilà, pour que tout le monde puisse bien entendre, on a vu que le climat allait évoluer, donc avec lui le risque d'inondation par ruissellement et les fortes pluies. Est-ce que du coup ce zonage pluvial est amené à évoluer? Oui. Alors, dans un premier temps, par contre, honnêtement, pas obligatoirement avec l'anticipation des évolutions de la pluviométrie liée au changement climatique. Mais là, on est déjà en train de se poser cette réflexion sur une évolution du zonage. On a la chance aussi, c'est que comme notre zonage, il n'est pas obligatoirement intégré directement dans le PLU, mais il est annexé, ça fait qu'on a aussi une assez grande liberté, nous, services techniques de l'eau et de l'assainissement, de pouvoir retravailler dessus quand on juge que c'est nécessaire. Et il a été approuvé en 2018, donc il est récent, mais ce qui est quand même, je trouve, assez intéressant, c'est que ça ne nous a pas non plus empêché de se dire, bon, là maintenant on est déjà on a commencé en 2023, ça fait 5 ans, en réalité ça faisait quand même déjà avant 2018 qu'il était mis en œuvre. Est-ce que c'est pas le moment aussi de faire un diagnostic, de voir est-ce qu'il est bien compris, est-ce qu'il est bien utilisé, comment il est perçu, notamment aussi par les autres directions de la ville de Paris, parce que c'est eux qui font les aménagements d'espaces publics. Et donc, suite à tout ça, justement, on se dit, voilà, peut-être qu'il faut entamer une révision de ce zonage. Mais pour être totalement transparente, aujourd'hui, c'est, vu la complexité du territoire parisien, si déjà, appliquons celui-là. Oui, madame. Tout à l'heure, vous avez parlé des îlots de fraîcheur et je voulais savoir s'il y avait des documents de référence ou des logiciels qui permettent en fait de chiffrer, par exemple pour tant de surface de plan d'eau peu profond, qu'est-ce qu'on peut perdre en degrés quand il fait chaud l'été pour inciter justement les maîtres d'ouvrage à en mettre en place. D'accord. Du coup, une question sur la création d'îlots de fraîcheur, parce que végétaliser et retenir de l'eau permet de rafraîchir la ville. Est-ce qu'on a des logiciels, des outils qui permettent de quantifier cet effet-là ? Sur les îlots de fraîcheur, vous avez beaucoup d'études que vous pouvez retrouver en ligne, du CEREMA, sur finalement des études de mise en œuvre d'îlots de fraîcheur. Après, par exemple, sur le plan de pluie de Paris, vous avez un guide aussi qui l'accompagne plutôt sur l'absorption en fonction de l'épaisseur de terre, qui est assez intéressant, qui prend en considération aussi l'évapotranspiration. Donc je vous invite à le regarder parce que nous, on s'en sert vraiment quotidiennement.
Enfin, après, c'est des études encore à mener sur justement la perte des degrés, mais je sais que vous pouvez voir aussi en ligne des images où il y a une comparaison de la chaleur entre finalement des milieux très imperméables où finalement on a des niveaux de plus 4 degrés par rapport à un espace qui a été désimperméabilisé. Donc ça, regardez en ligne, mais vous avez quand même pas mal de documentation, le CEREMA qui peuvent vous aider et le guide du plan Pluie de Paris. Voilà, très clairement, moi je m'en sers quotidiennement. Donc, les informations sont surtout qualitatives et des fois je trouve que ce serait bien de pouvoir faire des simulations au cas par cas et j'ai du mal à trouver des logiciels en fait qui sont capables de le faire. Alors peut-être pour répondre sur la question des logiciels aussi, nous on a pu faire, on travaille beaucoup sur l'adaptation à l'Agence parisienne du climat, notamment via le projet Adaptaville. On a pu un petit peu aussi étudier cette question-là. Vous avez des logiciels assez coûteux qui existent, mais qui permettent de faire des simulations en prenant en compte l'ombrage, le vent, l'humidité créée. Vous en avez, c'est Envimet et Solan Microclimat, les deux principaux, mais qui sont très coûteux, donc c'est pas forcément... Travailler dessus, et ce logiciel-là ne prend pas en compte l'impact des plans d'eau peu profonds pour le moment. Donc c'est spécifiquement sur les plans d'eau plus profonds, du coup, votre question. Ok. Dans ce cas... Sachant, à ma connaissance, c'est quand même les deux les plus complets en termes de simulation microclimatique. Vous en avez d'autres, mais en général, ils prennent en compte moins de choses. Du coup, voilà, à ma connaissance, ça n'existe pas, mais peut-être, ouais, s'il y a un besoin particulier qui s'y fait. On est quand même sur des outils qui sont aussi en développement, donc peut-être plus tard. Je me trompe peut-être que ça existe, mais voilà, en tout cas, à ma connaissance, je n'en connais pas. Oui, d'ailleurs, madame au fond d'abord. Oui, on a la chance d'avoir la Bièvre qui malheureusement n'est absolument pas exploitée. Alors ça fait des années qu'on en parle et je ne sais toujours pas pourquoi on ne casse pas le béton pour faire réapparaître cette rivière qui nous donnerait de la fraîcheur. Et deuxième remarque, je trouve que vos slides, merci beaucoup, c'est très joli, mais dans la réalité de la vie, c'est pas vraiment ça que je trouve qu'on vit. On a des arbres qui sont malades, qui sont très mal entretenus. Les pieds d'arbres, surtout, sont pas du tout entretenus. Ils servent de poubelles et de crottoirs à chiens. Et on continue de bétonner. Je suis désolée, passer à Place d'Italie. Les travaux viennent d'être terminés à côté de l'entrée du métro. C'est que du béton, que du béton. Il n'y a pas un brin d'herbe ni un arbre. Voilà, donc c'est des petites remarques. Ouais. Vos deux questions, je vais les poser une après l'autre. D'abord sur la Bièvre, cette fameuse rivière enfouie sous Paris. Pourquoi est-ce qu'on n'enlève pas le béton par-dessus ? Alors, pourquoi, je prends les deux questions. Pourquoi on n'enlève pas le béton par-dessus la Bièvre ? Alors, c'est quelque chose qu'on regarde de près, parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, se dire, et d'ailleurs, ça dit beaucoup aussi de notre rapport historiquement à l'eau, parce que la Bièvre, effectivement, elle a progressivement été polluée par les activités industrielles, tanneries à l'époque notamment, et en fait, elle était vraiment considérée, non pas justement comme un milieu naturel, mais comme un exutoire, là, vraiment un égout à ciel ouvert qu'elle était avant d'être recouverte dans Paris, parce que pour le coup, en dehors de Paris, il y a des segments de la Bièvre qui ont pu être découverts. Alors, ce qui rend les choses très difficiles à Paris, c'est la profondeur de la Bièvre, c'est-à-dire qu'il y a eu du remblai depuis, et donc la Bièvre, notamment par exemple aux alentours du square René Le Gall, où certaines rues, dans le 13e, où certaines rues suivent encore le tracé historique de la Bièvre, eh bien, en fait, le lit de la Bièvre, il est à plusieurs mètres, voire dizaines de mètres, aux alentours de la dizaine de mètres sous terre. Donc en fait, si on enlevait le béton, on aurait un canyon au niveau et qu'on allait jusqu'à la Bièvre, on aurait un canyon. C'est ça qui rend en fait la chose extrêmement compliquée. Alors il y a des endroits où on regarde les choses avec plus de précision, parce que là il y a un potentiel plus intéressant. C'est notamment, je disais que la Bièvre maintenant a été découverte à Arcueil notamment, donc on commence à se rapprocher de Paris, dans le parc Kellermann qui, lui, est à l'entrée, à la jonction avec Arcueil. Là, pour le coup, on a, et Gentilly, là, on a quelque chose qui est plus au niveau de la Bièvre, en termes d'altitude, mais qui, pour autant, est très compliqué, parce qu'on a déjà un parc qui est déjà, évidemment, paysager, et donc, pour le coup, ce qu'on regarde, et que les services de la ville regardent avec beaucoup d'acuité,
d'acuité pour voir est-ce qu'on pourrait faire émerger la Bièvre dans le parc Kellermann, mais le problème c'est que là, il y a déjà des arbres sur le trajet historique de la Bièvre. Et donc là, on a un compromis pas évident. Donc voilà, ça, la réponse sur la Bièvre, et j'en profite peut-être sur la deuxième question qui était sur finalement l'entretien des pieds d'arbres. Je suis d'accord avec vous, non pas sur le fait qu'ils ne sont pas entretenus, mais sur le fait que par contre, on ait fait collectivement pas assez attention. Là encore, il faut qu'on apprenne en ville à prendre collectivement tous plus soin de notre patrimoine végétal, de ces zones végétalisées, les arbres et aussi les jardinières, les bandes plantées, toutes ces zones végétalisées, parce qu'on a vu à quel point elles sont essentielles pour la gestion de la ville. Et donc oui, il faut arrêter de jeter des déchets dedans. Oui, il faudrait que nos amis canins et leurs maîtres soient un peu plus disciplinés de ce point de vue-là. Pourtant, la ville, évidemment, a mis déjà beaucoup plus de moyens sur l'entretien, notamment des pieds d'arbres et des bandes plantées qu'on développe très fortement. Et point spécifique pour les locaux de l'étape comme moi, sur le pourquoi Place d'Italie, effectivement, la RATP, à la fin de son chantier, a remis du béton. Ils y répondraient mieux que moi, mais je pense connaître la réponse, c'est qu'on est, pour le coup, on évoquait les réseaux et le métro, on est pile au-dessus de la station de métro et du tunnel de la ligne 6, si je dis pas de bêtises. Et donc, là, je pense qu'en termes d'étanchéité, pour le coup, on a clairement ces questions-là qui se posent. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un défi qu'on n'a pas forcément évoqué, mais quand on doit végétaliser en ville, aussi prendre en compte la densité aussi des habitants et des animaux, vous l'avez dit, qui peut encore plus complexifier les choses. Pour la Bièvre, si jamais ça vous intéresse, pour notre projet Adaptaville, on a une visite de site qui est prévue. Alors pas encore à Paris, parce qu'elle n'est pas encore découverte à Paris, mais à Antony, il me semble. Donc n'hésitez pas à aller sur nos sites si ça vous intéresse aussi pour en savoir plus. Ou même si vous voulez vous balader juste à Arcueil-Gentilly, de l'autre côté du périph', elle arrive assez près maintenant. Voir un petit peu à quoi ça ressemble une bièvre découverte. Donc je crois qu'il y a une question de par là. Tout à l'heure, oui, monsieur. Question concernant la prise en compte dans le plan local d'urbanisme de Paris qui, si j'ai bien noté, a été révisé il n'y a pas si longtemps que ça. Justement, des axes d'écoulement en cas de pluie extrême, puisqu'on a évoqué le zonage pluvial qui va traiter notamment les problématiques plus courantes et moyennes. Mais en cas de pluie extrême, est-ce que ça a été bien pris en compte dans la planification urbaine? Merci, je reviens très rapidement, mais une question sur le nouveau plan local d'urbanisme qui devient le PLU bioclimatique, qui doit prochainement entrer en vigueur. Est-ce que la gestion des pluies exceptionnelles a été prise en compte? Et peut-être plus largement, ouvrir aussi la question de les pluies qu'on ne peut pas forcément absorber par les solutions qu'on a évoquées précédemment. Comment est-ce qu'on peut faire pour les gérer et pour éviter qu'elles génèrent des dégâts, comme on a vu en première partie? Alors, je vais être honnête, je ne connais pas encore par cœur le PLU. Là, ils viennent de terminer l'enquête publique, donc il n'est pas encore acté, mais ça va bientôt finir, quoi. Faut que je revérifie si dans ce qu'on appelle les OAP thématiques, ça a été pris en compte. En tout cas, ce que je sais, mais je ne pense pas que ce soit intégré au PLU, c'est qu'il y a quand même un travail de l'APUR, l'atelier parisien de l'urbanisme, sur ce sujet-là. Je suis désolé, je ne vais pas avoir beaucoup plus de réponses. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'au-delà de la prise en compte dans les documents d'urbanisme, et on l'évoquait, le PLU, Paris Pluie, on est aussi évidemment dans toutes les dimensions de la gestion, et en particulier quand on parle de pluie forte, de potentiel d'inondation, on est aussi dans toutes les dimensions de la gestion de crise, qui sont une dimension extrêmement forte aussi de la responsabilité de la ville, d'autres acteurs aussi, bien sûr, l'État, Île-de-France Mobilité, cette dimension-là de gestion de crise quand on est sur la pluie forte et donc un risque d'inondation important. Alors normalement sur les prévisions, là ces jours-ci, on n'est pas sur ce type de risque-là avec la crue, mais on rentre évidemment très vite dans un système de gestion de crise qui est pour le coup extrêmement rodé, parce qu'on sait qu'à Paris, on est vulnérable
à des crues importantes, compte tenu là aussi de la composition, de la nature des sous-sols. On est très vulnérable, et donc on a aussi évidemment toute une préparation qui est évidemment le volet moins séduisant des choses, hein, c'est quand la crise est là, comment la gérer, mais là aussi il y a évidemment beaucoup d'exercices et de préparation qui sont faites. Ouais. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose, sinon on prend une nouvelle question. Mathieu? Ouais, avant tout, merci pour les présentations, c'est très clair. Je voudrais revenir, si c'est possible, sur l'un des exemples de la vie de plonge, celui de Nantes, que j'ai pas mal vu. C'est une voirie qui, si je comprends bien, est conçue pour faire une sorte de réceptacle de bassin d'évacuation. Donc une question sur l'exemple de Nantes qui avait été présenté précédemment. Donc là, vous êtes en fait sur donc le quartier de la ZAC sud-ouest. Donc à Nantes, on est sur l'île de Nantes. On est sur un quartier très industriel, très pollué. Et il y a eu un gros travail de l'aménageur sur la dépollution des sols. Donc en fait, on a déjà créé pour les pluies courantes et les pluies fortes une ville éponge. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais infiltrer une pluie de retour 6 mois, voire une pluie forte jusqu'à une pluie trentenale. La question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on fait justement de ces pluies 100 ans et quels sont leurs axes d'écoulement. Donc là, en conception, c'est ce qu'on anticipe. On regarde finalement comment ces eaux vont s'écouler. Et au lieu de se dire, finalement, on n'a pas de tuyaux pour les pluies courantes et les pluies 30 ans, on n'a pas mis des tuyaux non plus pour gérer une pluie 100 ans. Donc ce qu'on fait, c'est que finalement, on vient inonder une partie finalement de la voirie, mais ce que vous voyez, c'est que la voirie est faite au niveau de sa pente pour être inondée que sur une toute petite partie. Donc on est inondable sur 2 à 7 cm, ce qui n'impacte pas les véhicules. On est hors d'eau au niveau des trottoirs, donc les trottoirs restent finalement mobilisables même en cas de pluie. Et on a un écoulement après de ces eaux-là qui vont jusqu'à un parc. Et donc on évite d'avoir des tuyaux, on évite la saturation des tuyaux, et c'est toujours nos espaces verts qui très clairement n'arrivent plus à boire l'eau qu'on leur donne, mais qui fait une zone tampon en attendant finalement que le sol puisse reboire finalement cette eau pluviale qu'on lui donne. Exactement, la voirie devient un réseau à ciel ouvert des eaux pluviales, mais ce n'est pas un espace vert, je suis sur un site imperméable. Autre question, oui. Oui. Est-ce qu'il existe à Paris des initiatives de participation citoyenne pour développer l'aménagement des espaces publics? Je sais qu'à Copenhague, dans leur plan d'adaptation au changement climatique, ils le font. Parce qu'ils ont des responsabilités pour nous, mais le savent. D'accord, donc vous nous citez l'exemple de Copenhague qui a mis en place un système basé sur les citoyens, d'initiatives citoyennes pour développer ce concept de ville éponge. Est-ce qu'on a la même chose à Paris ? Oui, on a la même chose. Le premier exemple sans doute qui me vient en tête, c'est notre démarche Embellir votre quartier, que certains d'entre vous connaissent peut-être, par laquelle on concerte les nouveaux aménagements de l'espace public, et en particulier la végétalisation à l'échelle vraiment du quartier, comme le nom de la démarche l'indique. Et donc le but, c'est vraiment de pouvoir regarder à cette échelle-là, donc une échelle qu'on peut s'approprier, de regarder comment on peut transformer justement nos rues, et notamment en termes de végétalisation, et c'est vraiment dans une démarche participative. Donc ça passe avec à chaque fois une concertation de plusieurs mois à l'échelle d'un quartier, et puis évidemment dans l'ensemble des arrondissements parisiens, pour faire en sorte que chacun puisse émettre des propositions, s'approprier ces enjeux. Et ça commence toujours par une présentation d'un diagnostic du quartier qui comprend un certain nombre d'éléments, notamment sur le potentiel de végétalisation. Et donc ça permet de rentrer justement dans les considérations qu'on a évoquées ce soir, la présence ou non de réseau, la nature des sous-sols, et donc du coup de permettre à l'ensemble des participants, l'ensemble des habitants, de faire des propositions dans ce cadre-là, et du coup de s'approprier aussi, en tout cas de comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir sur cet objectif de végétalisation. Ça, c'est pour la partie espace public. Et puis pour la partie au sein des copropriétés, il y avait, mais là, l'Agence parisienne du climat en parlera mieux que
moi, mais le dispositif que la ville soutient et finance via l'Agence parisienne du climat, d'inciter les copropriétés à se poser cette question justement de comment on peut participer aussi à l'échelle d'un immeuble au concept de ville éponge en végétalisant les parcelles privées, parce que on pense souvent à l'espace public, évidemment, c'est ce qui est vu par le plus grand nombre de personnes, mais en fait quand on regarde à l'échelle de Paris en termes de surface, les surfaces à l'intérieur des parcelles privées, c'est évidemment tout à fait considérable, et là aussi il y a un potentiel de végétalisation et donc d'infiltration des eaux qui est considérable. Merci pour cette transition. On va passer à la suite et je vous laisse compléter. Juste aussi, parce qu'il y a aussi les permis de végétaliser qui sont portés par la direction des espaces verts, où en fait donc là, les citoyens, les riverains peuvent végétaliser. Ça se fait au niveau des pieds d'arbres. Il y a un petit formulaire à remplir, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais si on tape sur Internet permis de végétaliser, ça permet de faire ça. Et je sais qu'il y a aussi une association, alors je ne sais plus très bien où ils en sont là aujourd'hui, mais qui s'appelle Aquacop, à un moment qui avait voulu justement lancer un chantier participatif qu'il a fait dans le 13e. Ah bah super. Donc il y a eu un chantier participatif dans le 13e par une association. Donc oui, il y a de plus en plus d'initiatives. Donc quand on parle d'agir à son échelle, c'est-à-dire la dernière intervention qu'on avait prévue, et puis on prendra après le temps qui nous reste pour prendre des dernières questions. Mais c'est pour ça que j'ai fait venir ma collègue Eva Rocchia, qui travaille sur ce dispositif CoproASIS. Voilà, c'est parce qu'on a vu beaucoup d'exemples, très intéressants, mais voilà, si vous n'êtes faites pas partie de la ville de Paris, ou si vous n'êtes pas un grand propriétaire, une entreprise qui a un peu de foncier à aménager, ça peut vous sembler des fois un peu abstrait. Mais ce qu'on voulait vous montrer, c'est que en tant que copropriétaire à Paris, il y a quand même le moyen d'agir, de participer à cette ville éponge qui, comme on l'a vu, est quelque chose qui doit se faire par petites touches et qui doit donc aussi inclure le bâti privé qui représente le gros de l'occupation du foncier à Paris. Donc Eva, je te laisse nous expliquer qu'est-ce que c'est CoproASIS. Merci Maran. Alors bonjour à toutes et tous, donc Eva Rocchia, l'Agence parisienne du climat. Je suis en charge notamment du pilotage du dispositif CoproASIS, donc la contraction de copropriété et Oasis. Donc on a beaucoup évoqué ce qui pouvait se faire sur l'espace public tout au long de ce café climat, et c'est vrai que la ville de Paris a souhaité monter un dispositif qui permette d'encourager les Parisiennes et les Parisiens d'agir au niveau de leurs parcelles privées en tant que copropriétaires. Donc c'est un dispositif qui est porté par deux directions à la ville de Paris, notamment la direction de la propreté et de l'eau. J'ai eu la chance de travailler avec Laure sur ce dispositif, et la DEV, donc la direction des espaces verts et de l'environnement. Pourquoi ? Parce que c'est un dispositif du coup qui encourage les copropriétaires à mener des projets de végétalisation et plus globalement de désimperméabilisation de leurs parcelles. Et donc on est vraiment sur un double objectif qui est à la fois de donc gérer les eaux pluviales comme l'a expliqué Laure tout à l'heure, donc d'abattre les eaux pluviales à la parcelle, et aussi dans une démarche de ramener un peu de biodiversité à Paris et donc de végétaliser. Et le but c'est quand même de réutiliser ces eaux pluviales pour arroser en fait ses propres espaces verts. C'est un travail qui a été mené avec l'Agence parisienne du climat. Nous, on avait l'expertise plutôt, comme l'a rappelé Cécile en introduction, l'expertise plutôt d'accompagner les copropriétés. Donc, c'est un dispositif qui nous a été confié. Donc, l'Agence parisienne du climat est le guichet unique des copropriétaires qui souhaitent mener ces projets. Donc, le but là, c'est que je vous parle un petit peu de ce dispositif. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement technique par l'Agence parisienne du climat, mais aussi financier. Et donc, c'est des projets qui sont financés par la ville de Paris sur deux volets. Donc, tout d'abord, les études, parce que, comme ça a été dit, on a pas mal de contraintes à la fois techniques et naturelles à Paris, que ce soit les carrières ou encore les réseaux. Et donc, végétaliser, ça court, ça nécessite de mener un certain nombre d'études, mais aussi au niveau de la toiture, puisque vous êtes peut-être au courant que quand on veut rajouter des choses sur une toiture, il faut vérifier que l'immeuble peut supporter des masses supplémentaires. Donc ces études préalables peuvent être un petit peu effrayantes pour des copropriétaires, puisque c'est des études qui peuvent potentiellement amener à des conclusions que
techniquement c'est trop compliqué. Donc le but de ce dispositif, c'est déjà d'encourager les copropriétaires à mener des études qui seront du coup financées de manière indépendante des travaux. Donc ça se matérialise par un chèque de 5 000 € qui recouvre du coup toutes les études à la fois de diagnostic et de faisabilité, mais aussi de conception des projets, puisque on est quand même sur des projets qui vont amener à des travaux. Ça va un peu plus loin que simplement mettre des bacs avec des fleurs, etc. Parce qu'on est vraiment sur un objectif de gestion des eaux pluviales, donc il faut que les eaux puissent ruisseler dans les espaces végétalisés. Pour ce qui est du financement des travaux, il y a différents types de travaux qui sont financés par le dispositif CoproOasis. Donc tout d'abord des travaux, disons, plus simples, donc typiquement installer des cuves de stockage pour réutiliser les eaux pluviales, ou encore végétaliser les façades dans une cour. Sur des façades sur rue, ça va être parfois un peu compliqué d'un point de vue patrimonial, etc. Mais déjà dans des façades qui donnent sur les cours. Donc pour ce qui est des cuves de stockage, ça va être financé à hauteur de 500 € par cuve. Et pour ce qui est des façades, c'est un forfait de 50 € par mètre carré végétalisé. Juste pour préciser, quand on parle de façades végétalisées, on ne parle pas de murs végétalisés. C'est uniquement des plantes dites grimpantes qui vont être plantées en fosse et non pas des substrats verticaux qui poussent, qui sont le long des façades, puisque c'est... ça consomme pas mal d'eau en termes d'irrigation, etc. Donc on est vraiment sur de la plantation horizontale. Ensuite, pour ce qui est des travaux qui vont avoir lieu dans les cours d'immeubles, donc les projets éligibles sont les projets qui vont pouvoir justement gérer ces eaux de pluie courantes qui ont été définies tout à l'heure par Laure, donc des eaux de pluie assez petites, des petites lames d'eau. Et puis après, donc l'objectif est quand même de ramener aussi du végétal dans les cours. Et donc c'est vrai que c'est comme je disais juste avant, c'est quand même des travaux qui peuvent être un petit peu ambitieux d'un point de vue technique. Il y a quand même un objectif, voilà, d'infiltrer ou du moins de procéder par évapotranspiration, mais on veut vraiment que l'eau soit réutilisée pour les plantes. Et donc, pour ces projets-là, le dispositif CoproOasis permet de financer 30% du montant hors taxe des travaux. Et puis, il est possible de bonifier un petit peu les subventions en fonction de l'ambition en fait, technique du projet. Pour ce qui est des toitures terrasses, donc elles aussi, elles sont éligibles au dispositif CoproOasis. Donc ici, l'éligibilité des projets, c'est vraiment au niveau de la hauteur de substrat et de la surface qu'on va venir végétaliser. Donc les projets éligibles, c'est les projets où on a au moins 10 cm de substrat, puisque c'est la hauteur qui permet à minima de retenir un petit peu les eaux pluviales. Et puis, encore une fois, c'est un dispositif qui demande quand même qu'il y ait une certaine surface qui soit végétalisée. On n'a pas mis de minimum de surface parce qu'il y a tellement de variétés de toitures à Paris. Je parle vraiment des toitures terrasses parce que le zinc, c'est encore autre chose. Mais voilà, il faut que 70% de la surface disponible de la toiture terrasse, c'est-à-dire on retire tout ce qui est émergence technique, typiquement ventilation ou autre, qui soit végétalisé. Et donc ici, la subvention va dépendre de la hauteur de substrat. Donc plus on peut mettre de hauteur de substrat, plus ce sera subventionné, donc entre 30 et 50% du montant hors taxe des travaux. Pour finir là-dessus, donc je vous ai parlé de tout ce qui est ambition technique des projets qui va venir faire varier la subvention au niveau des travaux. Mais il y a aussi la localisation du projet qui peut bonifier votre subvention. Et donc, typiquement, un projet qui serait dans un secteur de renforcement végétal ou dans un secteur de quartier prioritaire politique de la ville, qui sont des secteurs cartographiés par la ville de Paris, peuvent permettre de bonifier la subvention. Voilà. Bah, du coup, des questions. Madame ? Oui, vous avez parlé de la gestion de l'eau pluviale comme ressource. Est-ce que dans le cadre de délibération d'un jeu au Conseil de Paris, est-ce que vous imaginez le fait d'expérimenter, de limiter, voire d'interdire le recours à l'eau potable pour les espaces verts, ainsi que le janvier-mars? Oula, vous avez déjà écrit la délibération. Donc délibération, pour que tout le monde entende bien, ce serait interdire l'utilisation d'eau potable pour les espaces verts pendant les mois où il pleut beaucoup, donc au printemps.
Alors la bonne nouvelle d'un point de vue formel, c'est que heureusement les règles d'arrosage ne sont pas définies dans les délibérations, ça c'est déjà un bon premier point. Non, mais alors l'objectif évidemment, il y a une deuxième spécificité à Paris en termes d'eau dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a certes un réseau unitaire pour les eaux pluviales et les eaux usées, mais on a aussi un réseau d'eau non potable qui là aussi est quelque chose d'assez rare, et donc on a la capacité à récupérer dans ce réseau de l'eau qui, comme son nom l'indique, donc n'est pas potable, mais qu'on peut utiliser notamment pour le nettoyage des rues ou pour l'arrosage des espaces verts. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on cherche à... C'est un héritage ancien et qu'on cherche aussi à pérenniser et à valoriser au mieux pour faire en sorte qu'effectivement on n'utilise pas, ou le moins possible en tout cas, de l'eau potable pour des usages pour lesquels on n'en a pas besoin, parce qu'on sait que derrière c'est effectivement des traitements et un coût écologique pour rendre l'eau potable. Donc on essaye de développer ça au maximum, d'investir dans le réseau d'eau non potable pour le pérenniser là où on en a le plus besoin, de le faire quand même avec une logique aussi d'économie, parce qu'avoir un réseau très vaste, ça veut dire aussi des risques de fuite, et donc ça c'est aussi un compromis à avoir en tête. Avoir un réseau très vaste mais qui va être assez peu utilisé, en fait on risque d'avoir un impact écologique qui n'est pas forcément meilleur. Donc parfois on rationalise certaines parties du réseau pour en pérenniser d'autres, mais le but c'est bien celui-là. Alors après, est-ce qu'on peut arriver à 100%, enfin 0% d'eau potable plutôt pour des usages de ce type-là, usage arrosage des espaces verts, usage nettoyage des rues, 0%, je ne sais pas si c'est faisable, et je ne sais pas si ce serait d'ailleurs souhaitable avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire si vous développez un réseau d'eau non potable spécifiquement pour 100% de ces usages-là, c'est pas sûr que le bilan serait forcément aussi net que ça. Mais en tout cas, dès que c'est pertinent, on essaye effectivement de privilégier le réseau d'eau non potable, ça c'est une première chose, et puis effectivement de faire en sorte que l'arrosage naturel, on en parlait pendant cette soirée, suffise le plus possible. Après, il y a une réalité. Voilà, on est vraiment dans toute la complexité et de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique. On est dans une tendance où on sait qu'il est nécessaire de végétaliser la ville, et on sait en même temps qu'il est nécessaire, malheureusement, d'avoir de l'arrosage, des tuyaux d'arrosage et un réseau d'arrosage qui soit déployé, parce qu'on sait qu'on va avoir des périodes d'été, pour le coup, pendant lesquelles l'arrosage sera indispensable. Donc c'est vraiment cette gestion de l'eau je vais dire en temps réel, peut-être pas en temps réel, mais en tout cas au plus près des conditions météorologiques, est une nécessité de plus en plus grande. Et donc, on teste des choses et on essaye de rendre la ville la plus résiliente possible de ce point de vue-là, en étant capable de faire face à la fois aux périodes sèches et en même temps tirer avantage des périodes humides. Juste pour compléter, du coup, votre question, il y a aussi un travail aujourd'hui qui a été ouvert par le plan eau de Macron sur la réutilisation des zones des eaux impropres à la consommation humaine, ce qu'on appelle ça. Et donc, du coup, il y a aussi toute une recherche, et les bureaux d'études comme le mien sont en train aussi de rechercher d'autres sources d'eau, qu'on soit sur les eaux de piscine, par exemple, les eaux d'eau souterraines qu'on vient pomper en permanence. Est-ce qu'on peut la réutiliser ? Les eaux grises, donc celles qui sortent finalement de vos éviers, vos lavabos. Il y a beaucoup d'études là-dessus, et on est en train de notamment le mettre en œuvre pour ces questions d'arrosage en été, par exemple, puisque c'est en été qu'on a besoin d'îlots de fraîcheur, et c'est en été qu'on n'a pas de pluie. Donc ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, on travaille sur ces sujets-là, et on est en train de faire des conceptions avec ces eaux-là. Et ça s'applique. Que ce que vous venez de dire, en fait, effectivement, s'applique également au territoire parisien, parce qu'on est en train de travailler à un plan de sobriété hydrique qui va s'adosser au plan climat, qui est déjà inscrit dans le plan climat, et donc où justement on travaille évidemment à la question de la gestion des eaux pluviales et de la réutilisation pour rendre les eaux de pluie 100% utiles, mais aussi à la réutilisation d'autres eaux. Et donc voilà, donc c'est aussi quelque chose qui s'applique à Paris, sachant qu'on arrose finalement très peu, parce qu'aussi on fait un travail sur les végétaux qu'on va planter, et donc on essaye, autant que faire se peut, d'avoir des végétaux, des essences, des espèces qui sont plutôt peu gourmands en eau, et donc on travaille comme ça un petit peu en amont. Et puis pour ceux qui sont déjà plantés et qui ont besoin un peu d'eau, alors les arbres on les arrose très peu, et juste vraiment tout début de la plantation, mais ensuite on arrose
quand vraiment c'est nécessaire, et encore une fois, très 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 peu. Et puis on va arroser uniquement quand vraiment on a des sondes parfois, etc. On a des indications que le sol est vraiment extrêmement sec, etc. Donc on a déjà une rationalisation technique finalement de l'utilisation de l'eau. Monsieur. On a une copropriété qui a une très grande cour, arborée et fleurie. Comment peut-on savoir si on peut avoir accès à l'eau non potable, au réseau d'eau non potable? Donc, comment savoir si on a accès dans sa copro à ce réseau d'eau non potable? Eh bien, il faut interroger les services techniques de la ville de Paris. Parce que c'est vrai que le plan du réseau d'eau non potable, je ne pense pas qu'il soit disponible au grand public. Pardon ? Je crois qu'on serait interdit en usage privé le réseau d'eau non potable. Parce que quand il a été mis en service, avec des mauvais branchements qui sont arrivés dans le réseau d'eau potable. Donc aujourd'hui, on se réserve de Paris que les usages publics. Alors je sais qu'il y a quelques branchements particuliers, donc c'est peut-être quelque chose qui est en train d'évoluer. Après, ça dépend peut-être aussi pour quel usage. Mais c'est vrai que voilà, la première question, en tout cas, c'est d'interroger donc, les services techniques, donc par exemple eau-assainissement@paris.fr sur nous. Et parce que la question, en fait, c'est que bon, déjà, il va falloir en effet tirer le réseau ensuite dans la copro, mais il faut surtout savoir si vous avez un réseau dans la rue. Parce que si vous n'avez pas de réseau de non potable dans la rue, là, on ne pourra pas... et s'il est en service, puisque comme il y a une idée aussi de le pérenniser, ce réseau, et qu'il est quand même très, très dense, l'idée, c'est que les endroits où il n'est pas vraiment utile, en fait, où il n'y a pas de point de piquage, on va dire, c'est pas obligatoirement de garder ces réseaux-là, puisque potentiellement, derrière aussi, c'est des fuites, plus il y a de mètres linéaires de réseau. Donc, contactez les services techniques. Madame avait d'abord, oui, vous. J'ai demandé, effectivement, on a marié 3 terrasses végétalisées et étanchéité dans les bâtiments. Et je suppose que ça s'adresse à des toits terrasses particuliers, sur des matériaux particuliers. Par exemple, si c'est un toit terrasse qui a une chape qui est déjà actuellement, par exemple, une chape bitumineuse et une gravillon, et où on fait la chasse, l'étanchéité sur la chasse au moins d'herbe qui pousse une mauvaise herbe pour justement faire monter pas l'humidité. Est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il faut d'autres configuration que celle-là. Ouais, donc en gros, est-ce que végétalisation des façades et étanchéité, ça fait bon ménage? Des toitures, j'ai dit façade, des toitures, pardon. Oui, c'est un lapsus, j'ai bien compris. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Oui, ça fait bon ménage. Justement, en fait, souvent, quand on veut végétaliser une toiture terrasse, on vient profiter d'une réflexion d'étanchéité et on va faire une étanchéité adaptée. C'est-à-dire qu'une étanchéité classique n'est pas forcément adaptée à un support, un complexe de végétalisation, parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. J'ai parlé de la portance tout à l'heure, mais il y a aussi des systèmes antiracinaires qu'il faut mettre en place sur les toitures pour éviter des désagréments qui peuvent avoir lieu. Mais une toiture terrasse végétalisée est conçue normalement en binôme entre un étancheur et une entreprise de paysage, un paysagiste, etc. Donc les toits de terrasse peuvent être végétalisés de manière générale. Juste, il faut que l'étanchéité soit réfléchie avec le projet. Il y a un article sur le site de l'APC qui parle de ce sujet très spécifique du couplage étanchéité toiture végétalisée. Voilà. Oui, et madame derrière. Oui. Quel est le pourcentage, s'il vous plaît, de fuite à Paris sur le réseau d'eau potable? Alors le pourcentage de fuite à Paris sur le réseau d'eau potable, ce n'est pas Eva, non, il y a le micro qui est là. C'est dans mes souvenirs un peu moins de 10%, je crois. Ça peut se trouver également sur Internet, ça c'est des chiffres publics qui sont publiés par Haute-Paris, c'est donc la régie qui s'occupe de l'eau potable. Et en fait c'est vrai que on a une très bonne performance, honnêtement. On a très peu de fuites par rapport à la plupart des autres réseaux en France. On va pas se mentir, on est très bon, mais on a la chance aussi que ce réseau d'eau potable, il passe dans les égouts. En fait, notre égout, il sert aussi de galerie technique. Et donc, comme il n'est pas creusé dans le sol, dès qu'il y a des fuites, en fait, on les voit beaucoup plus facilement et on peut intervenir beaucoup plus vite.
tout cas, sur la question un peu des fuites, on l'avait aussi abordé lors du dernier Café Climat qu'on a organisé sur les sécheresses. Donc, si vous allez sur notre site, vous avez le replay sur YouTube et vous avez aussi le compte-rendu dessiné. S'il a déjà été publié, j'ai un petit doute. Si ce n'est pas le cas, il le sera bientôt. C'est bon. Donc, il a bien été publié. Pour en savoir un petit peu plus sur comment est-ce qu'on réduit aussi les fuites, qui est aussi un enjeu face au changement climatique pour réduire le risque aux sécheresses. Alors peut-être une dernière question, on a dépassé un petit peu, on a commencé en retard, mais allez-y. On va revenir au précédent qui a fait une séquence de données. Je voulais savoir si le projet qui a été fait en public l'article qui se passe, on aurait peut-être préféré avoir des ensembles végétales. Si c'est le même problème, c'est sur les grandes stations de métro. Pour que tout le monde entende bien, c'est sur les nouvelles places qui ont été faites à Paris. Est-ce qu'on aurait pu moins bétonner? Est-ce qu'on ne regrette pas aujourd'hui d'avoir autant bétonné? C'est vrai que République, c'est pas un projet si récent que ça. Hein. Je pense que ça se voit d'ailleurs dans l'aménagement et j'imagine qu'honnêtement aujourd'hui, si on le refaisait, on le ferait peut-être un peu différemment. Mais après, clairement, on est au-dessus d'un mail de métro qui fait qu'il y a quand même des difficultés. Et ils ont essayé sur République, mais ça a été... Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais aujourd'hui d'ailleurs on ne ferait pas comme ça, mais c'était encore à une époque où on faisait des puisards pour gérer les eaux pluviales. Donc c'est-à-dire en fait un grand trou vraiment vertical et on met l'eau dedans, on remplit de gravier. Aujourd'hui, c'est des techniques qu'on essaye de moins mettre en œuvre parce que ça fait que toute l'eau se retrouve au même endroit et il y a notamment aussi des problématiques de pollution qui sont plus importantes. Donc on ferait différemment aujourd'hui. Pour Bastille, pareil en fait, le métro et le canal en dessous. L'idée et donc vraiment il y a 3 arbres à Bastille, mais c'est les 3 seuls endroits où on pouvait les planter quoi. Ça a été, il y avait que ça. Et Nation, on a pu beaucoup plus. Nation, en fait, le truc, c'est que c'est vrai que Bastille, je pense qu'il y a eu aussi à ce moment-là peut-être des choix d'aménagement, mais l'idée, en fait, c'est que, mais il y a eu après d'autres questionnements qui fait que finalement, ça n'a pas été finalisé comme ça, mais l'idée, c'était quand même de gérer les eaux pluviales de Bastille, alors en effet, avec moins de végétalisation qu'à Nation, mais en gros, la piste cyclable, à la base, normalement, était en enrobé drainant, et l'eau allait d'abord dans la piste cyclable, tout l'eau du parvis, qui ensuite se rejetait dans le canal. Nation, je pense que c'est vrai qu'on voit les dates parfois des aménagements. Même les projets à embellir votre quartier, ceux qui sont sortis il y a 3 ans, 4 ans, ceux qui sortent aujourd'hui, on s'améliore en fait aussi constamment. Et Nation, en effet, là, donc tout est étanché en dessous pour essayer de protéger au maximum le métro, et c'est comme ça qu'on a pu végétaliser, mais avec, des échanges en fait très... quotidiens à ce moment-là, hein, dans la phase de conception, avec la RATP, qui est évidemment très frileuse cet aménagement. Ce qu'on peut peut-être ajouter là-dessus, hein, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez compris et comme vous le voyez, c'est toujours effectivement le principal frein que nous avons dans l'espace public, c'est vraiment toujours cette question des réseaux. Alors le métro, c'est le plus important, et tous les réseaux techniques qui sont indispensables à notre vie quotidienne. Et j'évoquais tout à l'heure la démarche embellir votre quartier, on en a reparlé. Effectivement, c'est pour ça qu'il y a toujours la présentation par les services de la ville de ce diagnostic de quels sont les réseaux qui traversent le quartier et les rues, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement il y en a énormément, et c'est souvent malheureusement ça qui empêche la végétalisation. Et donc en gros, aujourd'hui, toutes les rues que vous voyez nouvellement aménagées à Paris et dans lesquelles il n'y a pas de végétalisation, généralement, enfin dans 99% des cas, la réponse sur pourquoi la végétalisation n'a pas été faite, c'est parce qu'il y avait un réseau qui l'empêchait. Donc on est vraiment aujourd'hui dans une démarche, et après, par contre, la qualité technique, ce qu'on arrive à faire et jusqu'où on arrive à repousser les contraintes s'améliore d'année en année grâce à l'expertise des services de la ville et des partenaires, mais dans 99% des cas, aujourd'hui, quand il y a une rue qui est réaménagée et qui n'est pas végétalisée, la réponse c'est parce qu'il y a malheureusement des réseaux en dessous. Mais on est vraiment dans cette démarche très forte, et on a des exemples, pour le coup, je trouve assez emblématiques dans les nouveaux projets de quand on n'a pas cette contrainte de ce qu'on peut réussir à faire. La place de la Catalogne, qui était une place extrêmement minérale dans le 14e, qui est en train d'être profondément transformée, et pour le coup, là où la végétalisation va prendre une part extrêmement importante. Plus modestement, mais quand même, dans le 13e, on va avoir la place
de Rungis, qui est aussi une place qui est aujourd'hui très minérale et qui, là aussi, va pouvoir être fortement végétalisée. Donc on avance beaucoup sur ces nouveaux aménagements-là, aussi là où il n'y a pas de métro, ce qui est moins bien du point de vue transport, mais mieux du point de vue aménagement. Bah, merci beaucoup. Est-ce que c'est une très bonne question? Ouais, je vous laisse une chance, mais ce sera vraiment la dernière. Petite question. Je voulais savoir si les kilomètres de pistes cyclables sont drainantes ou elles sont totalement étanches. Les pistes cyclables à Paris, drainant ou étanche? De plus en plus drainante. Celle de la Catalogne, par exemple, est drainante. Là, on est en train d'en faire, enfin, on va en faire une. Là, on est en conception, par exemple, sur Croix-Niver, elle sera drainante aussi. Enfin, je peux pas toutes les citer, mais de plus en plus. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des fois où on ne refait pas de piste cyclable, c'est-à-dire qu'on met des bordures, mais on garde le revêtement existant dans un souci aussi d'économie. Mais quand on refait le revêtement, de plus en plus, oui, les pistes cyclables deviennent drainantes. Bien, merci beaucoup. Donc voilà, on va conclure là-dessus. Merci, déjà merci à vous d'être venus aussi nombreux, d'avoir rempli la salle, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup aux différents intervenants pour vos interventions très riches et qui j'espère vous auront tous et toutes intéressés. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on pourra vous envoyer des ressources par la suite, mais déjà si vous vous intéressez à l'adaptation au changement climatique, pour rappel, on a le projet Adaptaville à l'Agence parisienne du climat, sur lequel d'ailleurs on trouve des fiches sur plusieurs solutions qu'on a évoquées précédemment. On a un article sur la place de Catalogne, on a mentionné les cours Oasis. Également, vous aviez montré une cour de copropriété à Aubervilliers où on avait fait pousser de la végétation sur l'asphalte. Voilà, beaucoup de ressources sur Adaptaville. Et puis n'hésitez pas, vous avez d'ailleurs un QR code à la sortie si vous n'êtes pas déjà abonné à notre newsletter pour ne pas rater les prochains événements, dont le prochain Café Climat le 25 avril ici même sur les inondations par débordement de la Seine. N'hésitez pas à vous abonner, on organise beaucoup de choses sur différents sujets qui touchent aux grands enjeux du changement climatique sur notre territoire. Un grand merci au-delà des intervenants à l'équipe communication, Laurie, Cali qui sont là, Lucie qui n'est pas là, qui ont fait de cet événement un succès. C'est le premier Café Climat qu'on fait depuis le Covid, donc ça faisait un petit moment pour nous. Donc on l'a fait avec vous et je pense que c'est à refaire, c'est quand même beaucoup plus agréable en présentiel. J'ai encore dit une bêtise. Oui, tout à fait, j'ai oublié un mot. On en a fait plein qui sont d'ailleurs en BD dessinés sur notre site. Si vous voulez voir les anciens, on a parlé d'adaptation, on a parlé de végétalisation par exemple dans celui qui est affiché là. N'hésitez pas à y jeter un œil. On a parlé aussi de plein d'autres sujets, précarité énergétique, sobriété énergétique, énergie renouvelable. On en fait depuis plusieurs années, donc il y a beaucoup de ressources sur notre site. Notre raison pour s'abonner et fouiller un petit peu. N'hésitez pas aussi, merci aux Amarres de nous avoir accueillis. N'hésitez pas à aller à la buvette après, si vous le souhaitez. Et le prochain rendez-vous, c'est le forum Habiter Durable. Vous avez une affiche ici. Si jamais vous êtes copropriétaire, que vous voulez rénover ou végétaliser comme Eva, qui sera évidemment, comme nous tous, à ce forum. Si vous avez plus de questions à poser à Eva ou à d'autres collègues sur tout ce qui est végétalisation, isolation, plus largement transformation environnementale de votre copropriété, c'est le grand rendez-vous qu'on organise chaque année. Donc voilà, copropriétaire, n'hésitez pas à vous y rendre. Et merci encore, et puis j'espère à bientôt.